Pour mon papa, c'était important qu'on s'élève grâce à l'éducation nationale, à l'enseignement public, et finalement aussi grâce à la musique, parce que il était dans un cadre familial où il n'a pas pu avoir ce type d'activité. Nouveau récit. Sport, bien-être, santé, musique, culture, art, c'est des choses dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé à Nouveau Récit, et j'ai envie d'introduire justement ce sujet-là avec toi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation et de l'émancipation individuelle. Voilà, je vais me grandir en apprenant à pratiquer un art, une activité, un sport, voilà. J'ai tendance à me dire que pratiquer un art ensemble ou d'aller voir un concert, une production d'élèves professionnels, il y a quand même quelque chose où on fait corps, on fait ensemble, et que finalement faire ensemble, c'est quand même ce qui devrait être des ciments de la société, mais l'impact qu'on a sur ces jeunes gens est quand même ultra fort. Je dois ma réussite professionnelle au modèle des conservatoires. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Bonjour, je suis Fouad Souak, bienvenue à Nouveau Récit. Je suis très content d'accueillir un homme exceptionnel, Aurélien Doma Richardson, ici présent. Ça va, Aurélien ? Ouais, ça va super, et toi, Fouad ? Ouais, ça va. Je suis très content d'être là déjà. C'est vrai ? Bah oui. On est à Rennes, dans mes bureaux. Moi aussi, je suis vraiment très content de t'accueillir. Je le dis avec la plus grande sincérité qui nous entoure, c'est que tu es un ami. Et je me suis dit que comme ce podcast est chez moi, je fais bien ce que je veux, je m'en fous, peu importe la ligne d'édito. Et je t'invite. Mais en vérité, moi, je pense que tu rentres totalement dans cette ligne éditoriale qui parle un petit peu de ces gens qui sont actifs pour essayer de changer un petit peu la manière dont le monde est. Et toi, tu es directeur de conservatoire à Caen. En plus, tu diriges un orchestre. Donc, j'ai envie de parler avec toi d'un sujet qui est évidemment la musique. Comme j'ai envie de parler dans ce podcast d'autres sujets, un petit peu connexes qui sert un petit peu à éveiller le monde, à éveiller et à construire et à bâtir un peu les générations futures, comme le sport, c'est important. Sport, bien-être, santé, musique, culture, art, c'est des choses dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé à Nouveau Récit, et j'ai envie d'introduire justement ce sujet-là avec toi. Donc, merci encore une fois d'avoir répondu un petit peu à cette invitation au pied levé. Tu vas tout simplement commencer un petit peu à te présenter. Et moi, j'aime bien que mes invités se présentent avec un prisme lié à l'enfance. Et est-ce que tu as le premier souvenir de ta relation à la musique ? Après, tu nous feras ton CV, si tu en as envie. Alors déjà, ça commence bien comme question. Putain, je t'ai déjà collé, quoi. Il reste 1h30. Ouais, carrément. Écoute, je me souviens d'un truc très rigolo. Peut-être on peut commencer à parler de ça. En fait, on va parler de mes parents avant de parler de musique. Ouais. Mes grands-parents paternels étaient des paysans. Et donc, il y a toute une histoire autour de l'ascenseur social et de la République, de tout ça. Allez, continue. J'ai piqué son téléphone. Moi, j'ai fait piquer mon téléphone. Et en fait, pour mon papa, c'était important qu'on s'élève grâce à l'éducation nationale, à l'enseignement public, et finalement aussi grâce à la musique, parce que il était dans un cadre familial où il n'a pas pu avoir ce type d'activité. Et de l'autre côté, ma maman, c'est plutôt la petite bourgeoisie de province, on va dire. Et là, mes grands-parents n'avaient pas assez poussé leurs enfants à ce qu'ils fassent de la musique, donc ils en ont pas fait parce qu'ils avaient le choix de pas en faire. Et du coup, pour ma maman, c'était important qu'avec mes frères, on fasse de la musique parce que quand même, ils auraient dû écouter leurs parents et en faire. Donc, on se retrouve un peu dans ce prisme-là. Et un des premiers souvenirs que j'ai, c'était que à ma petite école Henri Gérard de Noailles, il fallait le vendredi soir. Capitale, ça. Ouais. Et en Corrèze, il fallait aller le vendredi prendre les cours de formation musicale, solfège pour le dire vite. Et moi, j'étais très énervé ce jour-là parce que j'ai détesté aller en cours de solfège. Et mon vieux instituteur, monsieur Bouygues, dans une école freinée, qui était quelqu'un de formidable, m'envoyait faire des tours de cours pour me calmer le vendredi après-midi. Voilà, ça c'est un peu... Complètement excité. Eh oui, mais excité dans le mauvais sens. J'avais pas très envie d'y aller, en fait, curieusement. C'est vrai ? Ouais. Avec quel âge ? Ah, je sais pas, je devais avoir 8 ans, peut-être, quelque chose comme ça. 8 ans. Et sinon, un autre souvenir marquant,
C'est que mon grand-père, pendant plus de 50 ans, il a tenu les orgues dans une église à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Il était ingénieur, mais il aurait adoré être pianiste et chef de chœur. En plus, Vendôme, c'est vraiment une ville magnifique, quoi. Exactement. Il tenait un orgue à Vendôme. Et du coup, on allait à la messe de minuit. Voilà, nous, on montait en tribune à l'orgue. Et donc, on voyait la messe d'en haut. Et puis surtout, on était assis à côté du grand-père qui improvisait à l'orgue. C'est quand même un truc incroyable quand t'es gamin, de voir ces grands instruments à tuyaux avec 3 claviers, le pédalier, et de voir son grand-père improviser. Jouer tas de choses, il était assez talentueux. Et donc, du coup, voilà, c'est des bons souvenirs de tout ça, qui ont peut-être un peu pétri tout ça de manière inconsciente. T'as dit messe de minuit. Je pense que je ne pourrai jamais raconter cette histoire ailleurs que là, parce que tu as parlé de la messe de minuit, et en plus, parce qu'encore une fois, on se connaît bien, et on racontera aussi peut-être un petit peu notre relation à la foi, mais il s'avère que j'ai assisté à une messe de minuit, tu vois, alors que je suis pas catholique, voilà, à Rome, à la basilique Saint-Pierre, avec l'ancien pape. C'était avant François Ier, c'était François Ier, c'était Benoît XVI. C'était Benoît XVI, on est d'accord. Et il était déjà un petit peu vieux, et puis voilà, j'étais tout devant, et il fait son entrée, et puis là, waouh, putain, il s'est passé un truc, et on voit tous les agents de sécurité sortir, alors qui sont absolument invisibles, et tu vois des Men in Black sortir. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne, et en fait, je sais pas si tu te souviens, c'était peut-être en 2008, 2009, 2010, il y avait une nana complètement givrée qui avait sauté les barrières, et qui s'était agrippée à Benoît XVI, il l'avait fait tomber. Voilà. Donc moi, mon souvenir, c'est que la papauté s'est effondrée à cette époque-là. Peu de temps après, il a lâché la bride, et puis il a laissé ça à François Ier, qui était le grand réformateur de l'Église. C'était plus calme à Vendôme, la messe de minuit. C'était moins fun aussi, peut-être. Quand on rentrait, il y avait les cadeaux après. Donc... Mais en tout cas, tu as développé une sensibilité à l'instrument. Oui, il y avait ça un peu dans la famille. Alors peut-être mon parcours comme ça, juste pour nous en amuser un peu finalement. C'est-à-dire que dans ma famille, on n'avait pas trop le choix que de faire une pratique culturelle et une pratique sportive lorsqu'on était au collège, ou en primaire en tout cas. Puis au collège, on avait le droit d'en arrêter une. Et puis au lycée, on avait le droit d'arrêter la deuxième. Moi, en fait, j'ai commencé par le piano, un peu comme mon grand frère, parce qu'il y avait un piano dans le salon, un piano droit. Et je travaillais jamais mon piano, et pour ainsi dire, je ne me souviens même plus d'un seul morceau que j'ai pu travailler au piano au conservatoire. J'aimais pas trop ça, sauf ma prof qui était très chouette. Et donc un jour, pour une opération médicale bénigne, on m'a annoncé qu'on devait m'hospitaliser et que j'allais rester la nuit à l'hôpital. Et je me souviens de 2 choses. Un, c'est que le docteur avait jamais vu un enfant aussi heureux de se faire hospitaliser. Donc je me souviens de 3 choses finalement ça. La deuxième, c'est que ma maman m'a acheté un pyjama Lucky Luke. C'était super. Et la troisième, c'est que je loupais l'examen de piano, et j'étais hyper content de louper l'examen de piano parce que j'étais très mauvais. Et donc finalement, après, ça a quand même... après avoir insisté un peu lourdement, on va dire, mes parents ont acté le fait que vraiment la musique... le piano, c'est pas pour moi. Pour toi, ouais. On a rencontré le directeur de l'école de musique de Brive, Jean Dose, Monsieur Dose. Et Monsieur Dose, il dit, écoutez, il y a de la place en percussion si vous voulez. Moi, je sais même pas ce que c'était les percussions. Hein. Donc voilà. Parce que de toute façon, tes parents voulaient quand même que tu continues la musique, et tu pouvais changer de discipline. Je suis allé dans la salle de percussion. J'ai rencontré le prof, Marc-Antoine Millon, quelqu'un d'incroyable aussi, qui ressemble à Obélix mais en plus svelte. Et avec des grandes moustaches rousses, voilà. Avec le saturon jusqu'à la poitrine. Entre le Gaulois et le Viking, quelqu'un qui m'a apporté énormément. Et puis du coup, j'ai commencé les percussions comme ça, parce qu'il y avait de la place. Tu vois, la vocation. C'est drôle. Et puis, j'ai rien fait pendant des années. J'avais 12 ans. Je commençais à 12 ans. Et puis, au moment où j'ai pu arrêter, après le bac, quoi, quand je partais faire mes études à Limoges, finalement, je me suis inscrit au conservatoire à Limoges, parce que je ne voyais pas trop arrêter la musique. Et puis après, j'ai fait une année de fac de sciences, une demi-année de fac de sciences, ou 3/4 d'année de fac de sciences, pas terrible. 3 semestres, 2 semestres. Et je suis pas allé au semestre 3, parce que il y avait un percussionniste. C'était Doug à l'époque. Ouais, c'est ça. Et Doug de sciences. Et finalement, il y a un percussionniste qui s'est blessé ou qui était malade, et mon prof du conservatoire de Limoges, du coup, Jean-Marie Leflanchec, m'a dit, Aurélien, est-ce que tu veux venir faire un opéra avec nous? Il manque un percussionniste. Et j'avais partiel ou concert ou répétition avec le théâtre. Donc je suis allé au théâtre, et c'était génial. Et puis après, j'ai décidé que je retournerais plus à la fac. Donc il y avait 2 choses. Je suis allé le dire à mes professeurs à la fac, évidemment. Et puis après, il fallait que je le dise à mes parents. Et donc voilà, ça c'était un moment un peu compliqué. Compliqué pour moi finalement. Est-ce que tu savais quelque chose? Est-ce que tu savais ce que tu allais faire après la fac?
en faisant le choix de la musique et des percussions? Là, en fait, ça s'est dessiné un peu comme ça, cette histoire-là. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'était possible. Alors, quand je suis allé voir mes profs à la fac, il y en a un qui est à l'opéra, qui m'a dit, oh, je suis content pour vous, vous avez l'air plus épanoui dans l'orchestre qu'à la fac. Et puis, par ailleurs, finalement, je me souviens aussi, j'étais déjà avec Céline, que tu connais, puisqu'on est amis, tu l'as dit, ma femme, et on rentre le week-end chez mes parents. On était ensemble très jeunes. Et donc, je dis, faut que j'aille parler à mes parents, quoi. Donc, je monte parler à mes parents, version un peu papa, maman, il faut que je vous parle. Ouais. Et donc, je vois les yeux dans mes parents en disant, Céline n'est pas enceinte. J'avais 18 ans, à peu tout juste, quoi. Et puis, je me souviens que mes parents étaient devant la télé. Et alors, je leur dis, voilà, en fait, lundi, je retourne à Limoges, mais je vais plus aller à la fac, je vais faire que de la musique. Donc, mes parents me disent, ok. Et je dis, c'est tout. Ouais. Et je me souviens que mon papa dit, depuis le temps, on se demandait quand est-ce que tu allais nous le dire. Ah ouais, sans doute. Et puis ma maman dit, on pourra pas t'aider plus. On pourra pas t'aider plus. Ok. Et puis après, je sais plus, je crois que c'est ma matériellement maman. Ouais, c'est ça, financièrement. On pourra pas te donner plus. Ouais. Ok. Et puis après, ma maman a dit, on peut regarder Question pour un champion maintenant. Ah ouais, c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais l'impression de faire mon coming out, quoi. Ouais, tu vois c'est clair. T'allais te faire défoncer, tu te retrouvais à la rue. Et finalement, peut-être dans ce parcours-là, après, faut dire le soutien. Moi qui accompagne des jeunes gens qui se destinent à la profession, je vois bien qu'un soutien financier, parce que même si mes parents roulaient pas sur l'or, mais ils étaient pas non plus pauvres, le fait d'avoir un soutien moral, financier, d'une part, comme pour des études standards, mais surtout d'avoir un soutien moral, oui, c'est ça. Donc d'être dans une sorte de confort affectif, en fait. D'être dans un confort affectif, c'est quand même une des clés de la réussite de n'importe quelles études. Ouais. Peut-être de celle-là encore plus, où on a besoin peut-être de se libérer l'esprit pour travailler. Ceci étant, je n'étais pas très en avance, donc après, j'ai dû passer le turbo. Le turbo. Mais voilà, parce que tu t'étais pas engagé dans les années précédentes. Non, pas du tout. Musique, donc tu as dû quand même rattraper un certain. Oui. Alors après, peut-être pour aller un peu rapidement, parce qu'on va pas parler que de mon parcours. Mais ceci dit, attends, retiens ce que tu veux dire, parce que c'est quand même un sujet hyper intéressant. C'est quand même aussi un petit peu la clé de toute la réussite chez les adolescents et les jeunes étudiants, c'est de savoir en fait dans quelle mesure tu sais véritablement ce que tu as envie de faire. Oui. Et puis, une fois que tu le sais, c'est pas parce que tu n'adoptes pas une voie traditionnelle ou conventionnelle aux yeux de tes parents que d'abord, c'est pas la bonne voie, et deux, que pour y réussir, tu as aussi véritablement besoin d'eux, pas que matériellement, mais affectivement, et ça, c'est un vrai sujet. Ouais, mes deux frères et moi, on a quand même baigné dans un environnement familial extrêmement favorable. Pas tant sur le plan financier, encore une fois, mes parents roulaient pas sur l'or, mais néanmoins, sans être dans un milieu modeste, mais néanmoins, ce confort affectif dont je parlais, qui est central, avec une sorte un peu de l'école de la vie, des valeurs du service public, des valeurs de partage, et puis aussi l'idée que on devait faire nos propres expériences, tomber, se relever, et qu'il y aurait toujours quelqu'un pour nous aider à nous relever. Donc ça a été quand même d'un grand... Ouais, avec le recul, on s'en rend pas compte quand on le vit. Mais après, on se rend compte à quel point c'est précieux. Mais tu sais que tu le sais que j'ai une fille depuis peu, Ariane, que je crois le savoir, oui. Et mes premières réflexions, mes premières interrogations, avant même qu'elle naisse, et encore plus maintenant qu'elle a presque 8 mois, c'est de me dire que mon seul rôle, alors est-ce que je vais le tenir, et à partir de quand je me ferai aussi un petit peu déborder par les propres projections que j'ai pour elle, ou j'avais pour moi, et que voilà, c'est évidemment en fait de me dire comment je fais ou quel est mon rôle pour qu'elle devienne la personne qu'elle doit ou qu'elle veut devenir. Tu vois, quelles sont ses propres aspirations. Tout à fait. Et puis la deuxième chose peut-être que je retenais dans ce que tu disais, non, ça m'a échappé, mais ça me reviendra plus tard. Si, c'était que dans le milieu de l'enseignement artistique, ou en tout cas dans le milieu artistique de la musique, de la danse et du théâtre, dans les milieux des conservatoires, pour dire simple, il y a quand même souvent cette idée du don et du talent et de la vocation. J'ai toujours rêvé d'être danseuse, j'ai toujours rêvé d'être pianiste, voilà. Et moi, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai fait ça un peu par accident au démarrage, même si après, ça m'a vraiment plu. Et du coup, je suis assez sensible aux élèves qui travaillent pas trop, qui savent pas trop où ils veulent aller. Un peu dilettantes. Pas dilettantes, mais en tout cas, qui n'ont pas cette histoire de vocation, quoi. Moi, l'histoire de la vocation, je me méfie un peu parce que finalement, dans l'histoire de la vocation,
Ma fille de 8 ans a toujours rêvé d'être danseuse, et ça existe et c'est super, mais il y a aussi beaucoup de projections de nous-mêmes, en fait, dans nos enfants, tu le disais toi-même. Donc voilà, donc, je me méfie un peu de cette histoire de vocation-là, de mon parcours. Ensuite, j'ai étudié au conservatoire de Tours, avec un formidable professeur qui s'appelle Jean-Baptiste Couturier. Je me suis formé à l'enseignement à Poitiers. En parallèle, il y a une frontière inexistante entre le monde estudiantin et le monde professionnel. C'est-à-dire que, tu vois, là, je t'ai dit, j'ai arrêté l'enseignement général, l'étude générale pour jouer dans un théâtre. Et en fait, après, tu commences à jouer, à être payé pour jouer ou à donner des cours quand tu es étudiant, mais tu continues à être étudiant. Il n'y a pas, je passe mon diplôme d'ingénieur et je suis ingénieur, ou je passe mon permis poids lourd et je conduis un camion. Là, c'est qu'en fait, on devient professionnel tout en restant étudiant. Exactement. Ouais. Donc, il y a ce monde-là qui est très perméable. Est-ce que c'est pas plus facile, justement, aussi d'exercer un petit peu cette passion ou de découvrir ou encore une fois, de s'exercer dans le milieu de la musique ou des arts pendant qu'on est étudiant? Doute. Alors, moi, parce que quand tu es trader, si tu fais des études de finance, tu deviens trader, en fait, tu peux pas. Aujourd'hui, en fait, en vérité, tu vas sur des applications et tu peux poursicoter, tu vois. Mais c'est quand même plus facile d'avoir un groupe de musique ou de faire partie d'un orchestre et puis de le vivre au quotidien. Sans doute. Tu vois. Après, d'être payé pour ça, peut-être un peu moins, mais en tout cas, d'avoir une pratique amateur, oui, certainement. C'est autre chose, pratique professionnelle, peut-être un peu moins, mais enfin, néanmoins, c'est des réseaux, des opportunités qu'il faut saisir. Et l'alternance avant l'heure, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis finalement, j'ai enseigné, mais très rapidement, j'ai pris la direction d'une petite école de musique. J'avais ma fille à bientôt 18 ans, donc ça fait 18 ans. Enfin voilà, bientôt 20 ans que je fais ça. J'avais 26 ans, 25 ans, 25 on va dire, pour faire des controns. C'était à Vire, dans le Calvados, où j'ai dirigé une école de musique qui est devenue un petit conservatoire avec un jeu de label du ministère de la Culture, musique et danse. J'ai dirigé un orchestre d'ailleurs, un orchestre d'harmonie pendant tout ce temps-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti me former comme directeur tout en prenant un deuxième poste qui était une école de musique à Carquefou, en pays nantais. C'est la périphérie dorée de Nantes, pour le dire un peu rapidement. Très chouette équipe, très bel établissement. Ça, c'est ton côté bourgeois, peut-être. Carrément. La femme de ménage s'appelait Victoire, ça pose le cadre. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, j'exagère un peu. Et puis ensuite, je suis parti en Bretagne, si tant est que Nantes soit pas en Bretagne, donc à Saint-Brieuc. Ouais. Dans les Côtes d'Armor, c'est là où nous nous sommes rencontrés, Fouad, diriger la Villa Carmélie, le conservatoire de Saint-Brieuc, avec un pôle associatif, voilà, dans ce réseau-là. J'ai toujours continué à me former, puis aussi à être dans des réseaux nationaux de directeurs d'établissements d'enseignement artistique, on va dire de conservatoire pour faire simple. Et puis ensuite, j'ai fini de passer des diplômes que je n'avais pas, etc. Et puis j'ai pris la direction en janvier 2018 du conservatoire et orchestre de Caen, qui est une structure assez importante. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en gros, il y a 40-45 conservatoires de cette taille-là. C'est les conservatoires des grandes villes. Donc, autour de Rennes, il y a Rennes, bien sûr, Brest, Nantes, Caen, Rouen, si on va vers la Normandie. Ouais, Grand Ouest, ouais. Voilà, c'est un peu les établissements du Grand Ouest. Tu descends à Bordeaux, Limoges, voilà, un peu toutes ces tailles de villes-là. Donc, c'est un établissement assez important. C'est quoi le budget ? C'est quoi le nombre d'élèves ? Alors, le conservatoire orchestre de Caen, en quelques chiffres. Alors d'abord, c'est un établissement de la communauté urbaine Caen-la-Mer. Ouais. Donc, puisqu'on a la chance en France d'avoir un réseau d'établissements publics d'enseignement artistique. Alors ça, c'est intéressant aussi de dire comment c'est organisé. Développé. Ouais. Dans n'importe quelle ville moyenne ou même n'importe quel village, j'ai envie de te dire. Mais dans une petite école de musique. Tu as toujours une école de musique associative, mais beaucoup d'écoles municipales ou intercommunales, ce qui est une curiosité européenne. C'est vrai ? Ça n'existe pas. Ah oui, vraiment ? Oui. Ouais, exactement. Pourquoi ? Tiens, alors. C'est les politiques de Malraux, hein. Ouais. Tout ça, on est l'héritage d'eux. André Malraux, ministre de la Culture du général. Oui, voilà, Fleuret, politique de Fleuret, etc. Puis après, renforcé ensuite plus tard. Qu'est-ce qu'il s'est dit, l'ami Malraux, là l'ami Malraux, il s'est dit que pour travailler à la... Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais au départ, il y avait le Conservatoire de Paris, qui lui-même est issu d'une longue tradition qui remonte à Louis XIV, finalement, de former les musiciens et les danseurs. On revient toujours à lui, hein. Ouais, toujours. Ensuite, ça s'est formalisé le Conservatoire de Paris autour de l'Opéra de Paris. En gros, il fallait former des musiciens. Et pour former des musiciens, il fallait un conservatoire. Un peu cette idée-là. Et puis après, il y a l'idée, on va dire, on l'a fait à grands coups de serpe, mais un peu l'idée napoléonienne, qui consiste à dire que il y a des orchestres dans les armées, et donc finalement, il faut les alimenter. Et pour que le Conservatoire de Paris ait des bons élèves, il faut des conservatoires en région. Ah oui. Et donc, il y a eu des succursales du Conservatoire de Caen qui ont été créées. Du Conservatoire de Paris, pardon. Toujours dans un esprit jacobin, on alimente Paris. Ouais, c'est ça. Mais ces succursales se sont développées. À Caen, par exemple, c'est vraiment 1870, quoi. Hein. Donc, c'est quand même assez ancien. Donc, ça s'est vraiment développé. D'accord, ok. Et puis ensuite, il y a eu un maillage territorial des petites écoles parce que ça accompagnait une politique de démocratie culturelle qui consistait à mettre
les gens au contact des œuvres. Donc, on a créé tous les centres dramatiques, voilà, mais aussi de les mettre dans une pratique. Donc, on a créé les écoles qui se sont appuyées pour ça, avec une double tradition qui remontait des orchestres d'harmonie, des orphéons. Chaque harmonie a créé son école autour. Donc, c'est un double subtil mélange qui a fait qu'on a la chance d'avoir un réseau d'établissements publics extrêmement dense en France. Et le Conservatoire de Caen, il est dans cette tradition-là. Donc, c'est un gros établissement qui forme des futurs professionnels, mais aussi qui est l'école de musique de Caen. Et donc, on a... c'est un établissement important, hein. Il y a 1600 élèves, à peu près, ça fait 95 professeurs. On est 120 à travailler là-bas, donc c'est quand même quelque chose d'important. Du primaire au bac, et même il y a une petite licence avec quelques étudiants. On enseigne la musique, la danse et le théâtre. En danse, 3 esthétiques différentes, la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz. Et puis en musique, à peu près tout ce qui se fait dans le domaine classique et un département de jazz et musiques improvisées. Et quelques petites particularités. Nous avons beaucoup d'élèves en classe à horaire aménagé, c'est-à-dire un peu comme sur le modèle du sport-études, des enfants qui prennent leurs cours de musique, de danse, de théâtre sur le temps scolaire. Ça, à partir de quel âge, ça ? 6 ans. Ah oui, c'est tôt. Alors, avec certaines classes qui sont là à 6 ans, on ne dit pas on va former les futurs professionnels, mais plutôt ceux qui ont envie de faire un peu plus que ça, mais aussi à des vocations sociales. Je pense aux nos classes théâtre qui sont vraiment établies en quartier REP et REP+. Mais qui dégagent du temps sur le calendrier scolaire, enfin sur la semaine. Exactement. Et ça concerne un tiers de nos élèves, près de 500 élèves, donc c'est énorme. Alors attends, juste excuse-moi, mais c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que quand on est en primaire, on a aussi un petit peu de sport. Au collège aussi, et c'est tout à fait intégré. On a l'impression en fait que ça fait partie du programme scolaire. Alors pourquoi on n'aurait pas ça d'ailleurs en fait? Pourquoi ça serait pas généralisé pour la danse et le chant et la musique? Là, ce qui est particulier dans les horaires aménagés, c'est qu'ils ont beaucoup de temps consacré à ça. Au collège, ils ont 2 après-midi de libérés. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est costaud quand même. Un peu musclé. Faut dire que l'apprentissage d'un instrument ou de la danse, par exemple, ça nécessite du temps. Pour que tu fasses, il faut y passer du temps. Donc ça, c'est une des particularités. La deuxième particularité, peut-être, c'est qu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont accueillies. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et puis, alors, de manière rigolote, on a des classes d'orgue exceptionnelles. On en parlera peut-être aussi, avec 2 professeurs formidables. Et puis, on a aussi un grand chœur, un chœur d'enfants qui s'appelle la Maîtrise de Caen, qui est qui est presque un chœur de professionnels, finalement, même si ce sont des enfants. Et donc ça, c'est une particularité. Et tout à l'heure, tu m'interrogeais sur les budgets. Ce sont des budgets assez importants, parce que l'autre particularité que je n'ai pas indiquée, c'est que le conservatoire et orchestre de Caen, c'est qu'il y a une saison de concert qui est adossée au conservatoire, ce qui fait de l'établissement un établissement unique en Europe, et donc ce qui fait de moi une espèce rare. Je suis le seul directeur qui dirige toute la structure. Je fais un petit coucou aux collègues de Bayonne, parce qu'on a des petits cousins à Bayonne qui fonctionnent un peu pareil que nous. Et tout ça mis bout à bout, le budget du conservatoire aujourd'hui, qui est un budget public, c'est 7 millions d'euros à peu près, avec 6 millions sur le conservatoire et 1 million sur la saison. C'est un peu plus, mais pour redonner des comptes ronds, c'est ça. Et l'originalité financière, on va dire, d'un établissement comme celui-ci, c'est que 90% de son budget, et même plus, c'est la masse salariale. Parce que ce qui coûte cher, c'est le fait que l'enseignement, notamment de la musique, se fait beaucoup en face-à-face pédagogique, un professeur, un élève. Ce qui est la seule activité, on a vraiment ça, ce qui d'ailleurs donne une très grande responsabilité aux enseignants, puisque à part les papas et les mamans... il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui sont face à un seul élève. Il n'y a pas d'adultes qui vont accompagner comme ça pendant 10 ans parfois un enfant dans son éducation, sa croissance. Un enfant qui va commencer la musique à 6 ans, il peut garder son professeur jusqu'à ce qu'il en ait 18. Donc il se crée quelque chose entre 6 ans et 18 ans, et il y a quand même des petits changements qui s'opèrent. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle il y a une masse salariale très importante, et tout ça c'est financé par en très grande majorité le contribuable de Caen-la-Mer. Donc c'est vraiment un service de Caen-la-Mer, puisque les recettes sont très faibles, à peu près 12% de recettes sur un projet comme ça. Donc c'est vraiment de l'argent public qui finance l'éducation et l'enseignement à l'art et par l'art. Parce que c'est gratuit. De tous ces jeunes gens. C'est pas gratuit, mais c'est vraiment pas cher. Contribution. Une contribution, un peu comme une association finalement, pour apprendre la musique, la danse et le théâtre au Conservatoire de Caen. Si on habite Caen-la-Mer, donc une des 48 communes autour de Caen, c'est entre 100 pour les budgets les plus modestes et 400 €, un peu moins de 400 € par an. L'année l'année. Ok. Et pour quelqu'un qui ne viendrait pas de Caen-la-Mer, je crois qu'on doit être à 580 € par an. Ce qui est rien en vérité. Ce qui est à peu près, c'est simple. Pour avoir un prof particulier Voilà, c'est vraiment une activité
très peu onéreuse, Ouais. même si après il y a des faux frais qu'il faut ajouter, mais sur lesquels on intervient lorsque les élèves sont dans des conditions modestes. Mais de fait, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une famille avec des revenus très modestes, il peut apprendre la musique, la danse ou le théâtre pour 100 € par an, ce qui est quand même pas grand-chose, entre guillemets. Même si ça peut représenter en valeur absolue beaucoup pour des familles. Ouais. Néanmoins, 100 € au regard de ce que ça coûte, c'est un engagement très fort des collectivités en France et du ministère de la Culture qui... Est-ce qu'ils font beau cœur, justement, en fait, ces collectivités? Est-ce qu'elles budgétisent? Est-ce qu'elles mettent les moyens pour ces établissements, pour l'éducation musicale et l'épanouissement des enfants? Mais vraiment, donc, est-ce qu'il y a de vraies démarches, des schémas territoriaux où en face, on a vraiment des budgets et puis une volonté politique forte? Alors, les conservatoires, en fait, on a un cahier des charges. Nous avons un cahier des charges. Ce cahier des charges qui va concerner la qualité des locaux, le niveau de diplomation des enseignants, les nombres de disciplines enseignées, les programmes, les cursus pédagogiques, voilà. Les actions qu'on mène aussi. Les types d'actions sont inclus dans des textes. En fait, il y a des textes du ministère de la Culture. Alors, dans notre jargon, on dit le SNOP, c'est le schéma national d'orientation pédagogique, qui dit un peu ce qu'on doit faire. Et à côté de ça, on a des arrêtés de classement, parce que les établissements sont classés. Alors, non pas un classement qui est le premier, qui est le deuxième, hein, mais de labellisation, si on pourrait le dire comme ça. Donc, nous avons des labels avec un cahier des charges. Donc, ça, c'est le première porte d'entrée. Et donc, ça oriente quand même ce que doivent être ces établissements. Néanmoins, ces établissements, même s'il y a des textes nationaux, on parle d'orientation pédagogique, ces établissements sont très colorés par la volonté politique des exécutifs en place. Dans un projet, ce qu'on appelle un projet d'établissement, c'est des projets qui sont rédigés, on tape sur Internet, projet d'établissement, conservatoire, orchestre de Caen, on trouve un document, notre politique est formalisée. Et ça, c'est très en lien avec la collectivité. Et entre les deux, il y a des schémas départementaux des enseignements artistiques, parce que les départements accompagnent, on va dire, toujours dans leur grande mission d'égalité d'accès au territoire. Ils essaient comme ça d'organiser les choses en finançant les établissements, notamment les plus petits. Les politiques étant très différentes de département à département, mais en tout cas, tout ça s'inscrit dans quelque chose d'assez organisé. C'est pas juste le directeur du conservatoire qui, un beau matin, dit voilà, on va faire ça demain matin. Évidemment, le patron du conservatoire orchestre de Caen, c'est Joël Bruno, le président de Caen-la-Mer, avec tout l'exécutif. Bien sûr, moi, je dépends d'une direction de la culture qui dépend elle-même d'une direction générale des services à la population et puis d'une direction générale des services. Mais évidemment, le directeur, il est quand même là pour impulser une réflexion pédagogique, une structuration, un projet. Et puis après, ces projets-là, ils sont travaillés avec les équipes en place. Ouais. Voilà. Ça sera intéressant, justement, en fait, d'identifier les orientations que toi, tu as pu insuffler ou souffler à l'oreille de l'exécutif pour essayer de mettre en place des choses qui fonctionnent et qui te semblent être importantes dans le cadre de ton taf. Mais en vérité, j'ai deux questions. Première question importante, on va remonter là où tu as décidé de bifurquer cette conversation et qui concerne tout simplement ta propre orientation professionnelle, parce que tu n'as pas... Ça s'est vu. Ouais, ça s'est vu. Parce que tu parles de ta formation, puis après tu parles de... Hop là, allez, je suis devenu enseignant dans un petit bled. À quel moment, en fait, toi, tu décides justement en fait, d'embrasser la profession d'enseignant et quel a été ton propre cheminement? Tu n'as pas voulu... justement te professionnaliser, enfin si te professionnaliser tu l'as fait, mais en tout cas dans devenir vraiment musicien, être dans un groupe, travailler pour Bono, te retrouver. Ok. Tu vois, voilà. Comment tout ça s'est fait? Comment tout ça s'est fait? Ça a été quoi le choix? Alors, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis percussionniste de formation. Ouais, tu nous fais un petit truc là? Et non. Et donc je suis percussionniste de formation, mais dans ce qu'on appelle les percussions classiques et contemporaines. C'est-à-dire, je joue des claviers, marimba, vibraphone, c'est des claviers avec lesquels on joue à 4 baguettes, 2 dans chaque main, des timbales, les gros chaudrons dans Astérix, des multipercussions, de la percussion contemporaine, etc. Et la batterie sert un peu de médium pédagogique au démarrage pour travailler à l'indépendance des membres. Ah ouais. Okay. Néanmoins, moi, j'ai jamais travaillé vraiment ma batterie comme un instrument à part entière. Moi, je pourrais jamais faire de piano parce que ma main droite et ma main gauche, c'est la même chose. Donc, j'ai fait poum tchak, un peu plus, mais en tout cas, la batterie n'est pas mon instrument. Voilà. D'accord. Okay. Il y a des percussionnistes qui partent vers la batterie ou des batteurs qui viennent vers la percussion. Après, c'est sympa la batterie quand même. C'est très chouette, mais pour en jouer très bien, il faut la travailler énormément et que les percussions, c'est aussi une famille d'instruments qui nécessite beaucoup de travail. Et puis par ailleurs, moi, j'étais pas très attiré par cet instrument-là. Le triangle, c'est quoi? C'est une percu? Bah ouais, tout à fait. Ouais. La douleur. Exactement. Alors, on en joue beaucoup à l'orchestre. Fouad, je te sens un petit peu moqueur. Néanmoins, on travaille pas notre triangle 8 heures par jour lorsqu'on a le triangle à faire. On fait d'autres instruments. Ceci étant,
s'il n'y a pas le triangle dans Sherazade de Rimsky-Korsakov, il manque quelque chose quand même. Ouais. Voilà, en fait, c'est des instruments qui vont venir colorer la musique, qui vont amener des touches comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence entre la percussion concertante ou la percussion soliste, ce qu'on apprend en cours, et puis le métier d'orchestre, les instruments qu'on va jouer à l'orchestre, grosse caisse, cymbale, triangle, ce triptyque-là, etc. Quand tu es percussionniste dans un orchestre, faut pas t'endormir, faut suivre le rythme quand même, hein, parce que si tu t'endors, il faut que tu te réveilles au bon moment, en tout cas. C'est la notion de métier d'orchestre est importante. Ouais. Plaisanterie mise à part, finalement, quand je te disais, j'ai fait mes études, donc j'ai commencé à donner des cours et j'ai commencé à jouer en orchestre. Et j'ai eu une chance assez incroyable. C'est-à-dire que j'ai joué avec plusieurs orchestres et pendant 15 ans, j'ai été cachetonneur, comme on dit, musicien freelance, on va donc payer au contrat, quoi, quand on fait. Et en fait, j'ai jamais passé un concours d'orchestre ou une audition. C'est-à-dire qu'on t'appelle pour rendre service une fois, puis si tu joues pas trop mal, on te invite, et puis après on te invite, puis tu connais un gars qui va t'inviter ailleurs, etc., etc. Donc moi, j'ai jamais eu un poste de percussionniste d'orchestre. Et en même temps, j'étais vraiment passionné de ça. Moi, j'adorais. Et par contre, je me voyais pas du tout passer ma vie derrière une grosse caisse. Ouais, des gens qui s'épanouissent avec ça. Moi, j'avais plutôt envie de venir et de faire « Waouh, c'est génial de donner ce coup de grosse caisse dans cet opéra-là. » Et d'ailleurs, si j'étais pas sur scène, je serais dans la salle à payer mon billet. Et quand même, c'est génial d'être avec tous ces musiciens formidables et de découvrir tout ça. Et donc, et de sentir la peau qui vibre et de faire vibrer l'orchestre avec tout ça. Ouais, et finalement, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup parce que j'ai fait une 40aine d'ouvrages lyriques, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Et de me former dans tout ça et sans jamais passer d'audition ou de concours. Et j'aurais pu continuer à faire ça comme ça, en fait, parce que après, tu peux t'orienter, c'est pas le bon mot, vers le régime d'intermittence, t'as pas besoin de passer de concours d'orchestre. Tu joues là où on t'appelle, t'es musicien supplémentaire et c'est très bien comme ça. Et pour l'enseignement, c'est un peu comme ça. À 18 ans, en arrivant à Limoges, à l'époque, il y avait beaucoup d'activités dans les ASPTT et il y avait une école de musique à la SPTT de Limoges où j'ai donné quelques cours de percu parce que quand je suis arrivé, on m'a dit tiens, il y a 4 élèves ici, est-ce que tu peux les donner de cours de percussion et demi? J'ai sans doute fait n'importe quoi avec les élèves. Et puis ensuite, après, dans une petite école, il y a 3-4 heures, etc. Et de fil en aiguille, tu te retrouves à plutôt refuser du travail pour avoir du temps de finir tes études plutôt que d'en chercher. Parce que quand tu as 10 heures de cours dans la semaine, il faut déjà les planifier en plus de travailler beaucoup l'instrument. Et la culture, l'histoire, l'analyse, enfin bref, tout ce qui va avec. Donc voilà, il y a ce travail-là et enseigner me plaisait bien et j'ai commencé à enseigner en plus de prendre des cours pour être professeur, donc avoir un diplôme d'état de professeur, la pédagogie. Et puis finalement, ça m'amusait bien aussi. Je me suis jamais trop posé la question de ce que j'allais faire parce qu'en fait, bien ma foi, on nous embarquait un peu dans... Ça prenait son chemin tout seul, quoi. Et du coup, finalement... Lorsque je passais mon diplôme d'état, j'étais au pôle Aliénor. Donc, c'est un pôle d'enseignement supérieur. Oui, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait le CESMD, Centre d'études supérieures de musique et de danse de Poitiers, Poitou-Charentes. Là où je passais mon DE, il y a eu une opportunité de prendre 6 heures de cours. Ça fait un petit tiers-temps à Caen de percussion. Déjà. Et mon professeur de l'époque me dit Aurélien, il faut aller donner des cours à Caen. Donc, moi, c'était Jean-Baptiste, il s'appelait. Mais je dis, mais Jean-Baptiste... Moi, je fais mes études à Poitiers, je joue des percussions à Limoges, j'habite à côté de Loches avec Céline. Là, je vais donner des cours à Caen. Ah non, mais alors si tu veux pas aller à Caen, il y a un autre poste à côté de Nantes. Je dis oui, mais... Voilà, Jean-Baptiste était comme ça, il organisait, il me dit tiens, tu vas aller donner des cours à tel endroit, à Cléré-les-Pins. Il me dit mais j'ai pas de voiture. Mais t'as le permis? Bah oui. Bah écoute, t'as un collègue là, il a une voiture mais il a pas de permis. Donc lui, il va donner cours dans l'école à côté, vous y allez le même jour et tu te débrouilles, quoi. Donc il a organisé notre vie un peu comme ça pour nous donner des chances de commencer, de financer nos études. Bon, tout ça pour dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à donner des cours à Caen, à jouer à l'orchestre, mais je gardais des petites écoles autour de Tours. Je pense j'étais à Vouvray, à Cléré-les-Pins, à Vaigné, enfin des petites structures comme ça. Et finalement, quand on s'est installé, on a déménagé avec Céline, avec son diplôme de professeur des écoles en poche. On est vu s'installer en Normandie parce que j'avais 6 heures de cours à Caen et que finalement, trouver des petites heures de cours ici ou ailleurs, c'était un peu pareil, quoi. Ouais. Et moi, j'avais déjà dans l'idée que, je suis désolé pour eux, mais souvent, je trouvais que les directeurs des écoles où j'étais, je me projetais à leur place, quoi. En disant, moi, si j'étais à leur place, je ferais pas ça comme ça. Si tu es à leur place, je ferais pas ça comme ça. Si tu es pas à leur place, je ferais pas ça comme ça. Ouais. J'avais déjà un peu cet esprit-là parce que j'étais toujours délégué de classe tout le collège, tout le lycée. J'étais au conseil d'administration de l'orchestre d'harmonie. Pas révolutionner, mais moi, j'aimais bien pouvoir organiser, quoi. J'aimais bien.
Quand il faut un gars qui organise le repas de classe au lycée, j'étais souvent dans les gens qui organisaient le repas de classe au lycée. Et finalement... tu devrais essayer d'organiser les mariages aussi. J'y pense. Et du coup, wedding planner. Lorsque je me suis présenté en Normandie, enfin que j'étais recruté en Normandie et qu'on a déménagé, j'ai un peu fait le tour des écoles du coin importantes en disant, écoutez, moi je vais venir habiter dans le coin, je cherche des heures de cours. Et puis, je cherche aussi des heures de direction, parce qu'il faut bien manger. Hein, donc, voilà, je pourrais diriger une petite école. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a été très important pour moi, Jean-Yves Foucret, qui était directeur du conservatoire d'Alençon. Et je me souviens, quand je l'ai croisé dans mon bureau, il me dit « Ah, mais je te connais. » Bah bon, non. Mais si, j'étais à ton concours, et des concours de la fonction publique pour devenir prof, il y a plusieurs grades. Et le tout petit premier concours que j'ai passé, ça s'appelait assistant à l'époque. Bah, du coup, il était dans le jury, il se souvenait de moi et il me dit, mais j'étais à ton concours. Et donc, bah, écoute, c'est super, il faut des directeurs, il n'y en a pas assez. Mais viens, il y a une formation de directeur, il y a une asso, viens passer une journée. Donc lui, il me dit, bah, il faut, et présente-toi, il y a un poste là qui se libère à Vire, présente-toi. Bon. Donc, on m'a proposé des heures dans une petite école, mais là, c'était n'importe quoi. On m'a proposé un truc genre, t'as 2 heures pour être directeur par semaine, tu vois. Donc, tu dis 2 heures. Tu diriges rien, quoi. Non, merci. Je ne suis pas une prostituée. Non, puis 2 heures. Bah, 2 heures, quoi. C'est-à-dire que 2 heures, puis tu travailles chez toi. Enfin, voilà. Ouais. Donc, j'avais décliné cette gentille offre qui n'avait pas trop de sens. Même si c'était une petite école très modeste, donc elle n'avait pas de moyens, etc. Alors, je comprends, mais du coup, j'ai dit non, bah, je préfère pas. Et puis, finalement, il y avait ce poste à Vire. Et ce poste à Vire, je postule. On s'est installé juste à côté. J'étais à 10 minutes en voiture. Donc, un CV, un timbre. C'est ce que je dis à tous les gens qui viennent me voir de temps en temps, est-ce que je peux postuler sur tel poste? Un CV, un timbre. Ça vaut rien, quoi. Enfin, maintenant, c'est un mail. Mais du coup, vas-y. Au pire, ton CV, il va à la poubelle et ça t'aura fait bosser toi sur ton CV. Je pense qu'on ouvre un peu plus les enveloppes que les mails. Oui, mais quand tu postules sur un poste qui existe, il y a quand même quelqu'un qui présélectionne ou pas ta candidature et au moins, ça t'oblige à travailler ton CV, ta lettre de motivation, quoi. Jeune, dynamique et motivé, virgule. En tout cas, c'est vrai qu'il ne veut jamais refuser de ce petit geste. Ouais. Et donc, finalement, je suis pas pris sur ce poste-là. Pas embauché, déjà viré. Exactement. On me téléphone pas et je passe à autre chose et c'est pas grave parce que c'est un poste quand même important. C'est une structure importante. Et quelques mois après, coup de téléphone de cette collectivité, Vire, qui dit, bah voilà... En fait, on n'a pas trouvé chaussure à notre pied pour l'heure. On est en train de récupérer des candidatures et on nous a conseillé de vous recevoir. Bon, bah ok. Mais c'est qui on? Bah rien, on a repêché votre CV, quoi. Bon. Donc moi, je vais à ce truc-là. Il a été remis au-dessus de la pile. Je me souviens, Céline était enceinte de Clara Louise, un peu jusqu'aux oreilles. Et un petit stress. À ce moment-là, je me souviens d'entretiens qui étaient très proches des hospitalisations pour l'accouchement. Et finalement, j'ai cet échange, je me souviens vaguement de cet échange-là où je dis, écoutez, il y avait 2 trucs, c'était, j'ai 0 expérience, je sais pas faire, j'ai très envie de faire et si c'est pas chez vous, ce sera ailleurs. Autant que ce soit chez vous, quoi. J'habite à côté, j'ai très envie, prenez-moi, quoi. En gros, je me souviens d'un truc je me souviens d'un truc comme ça en disant, si je dirige pas là, je dirigerai ailleurs. Et je me ferai accompagner par le directeur de Caen, mon directeur, Stéphane Béchy, qui m'avait embauché, en disant, bah, il pourra toujours mettre de bons secours, je connais des gens, voilà, mais moi, j'ai envie d'apprendre, je pense que je saurais faire, essayons. Ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'était, oui, mais alors, vous savez, il faut diriger l'orchestre d'harmonie de la ville, et les cérémonies et tout ça, vous avez déjà dirigé. Et alors, là, il y avait une petite voix sur mon épaule qui dit, mais non, Aurélien, tu n'as jamais dirigé. Il y avait une petite voix sur mon épaule qui disait, il faut mentir, là. C'est le moment de mentir. Je dis, oui, bien sûr, j'ai déjà dirigé les orchestres. Finger in the nose. Bon, j'avais été assis de l'autre côté, j'avais vu beaucoup de chefs battre des bras, y compris des harmonies, et je me dis, je dois pas être plus idiot qu'un autre, allez, j'essaye, quoi. Et donc, j'ai franchement menti pour le poste. Chers jeunes, ne faites pas ça. Et finalement, ne reproduisez pas ça chez vous. Faute à vous à moitié pardonnée, à mon dernier concert à Vire en public devant tout le monde et les élus, j'ai dit, j'ai menti, je n'avais jamais dirigé, c'est mal. Et donc, finalement, on m'a rappelé en disant, bah, écoutez, on va vous prendre, quoi, sur un poste de directeur de conservatoire. Franchement, ils prennent aucun risque. C'était une petite structure. Oui, et puis surtout, il y a des problèmes de vocation sur ces métiers-là. Et donc, finalement, voilà, je me suis retrouvé là-dedans. J'avais 25 ans. Et c'était une super expérience. Avec une équipe qui avait envie. Bon, j'ai eu des difficultés. Enfin, c'était un peu tendu, hein. Dès que je suis arrivé,
tu l'as bastonné, là. Ouais, il y a deux profs qui s'étaient tapés dessus au bout de 48 heures que j'étais là, donc j'avais dit on va sanctionner. Donc je commençais par sanctionner, moi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y avait cette chose-là. Et finalement, quelques mois après, j'ai appris qu'en fait, c'était Stéphane Béchy, le directeur du conservatoire de Caen, qui avait été contacté par la ville de Vire, qui a dit mais vous auriez pas des gens qui pourraient, parce qu'on trouve personne. Et donc, je lui avais dit, mais vous avez un jeune là qui postule, qui est chez moi, il est super. Embauchez-le, donnez-lui sa chance, je vais l'accompagner, il va être super. Ouais. Et donc, finalement, ils m'ont reçu parce que mon directeur de l'époque avait dit, mais allez-y. Et donc, finalement, moi, j'ai vraiment retenu ça sur des postes comme ça, où je me dis, bon, bah, allez, il faut laisser la chance à ces jeunes gens lorsqu'il n'y a pas de formation. Parce qu'avec le recul, quand je vois des candidats à des postes qui ont 25 ans, maintenant que j'en ai 45, je me dis, mais c'est des bébés, n'importe quoi. Enfin, on va pas leur confier à une structure ou pas leur confier des élèves ou pas. Et finalement, moi, j'avais 25. Et tu y repenses? Et j'essaie d'y repenser. Alors, quand on voit les dates de naissance sur les CV, là, on se dit, mais ils ont quel âge tous ces jeunes? Ah, quand tu vas passer au 2000, là, ça va faire drôle. Ouais, c'est ça qui est assez amusant. Parenthèse, moi, je repense à une conversation, à un échange, à un épisode de Nouveau Récit avec Ronan Lemoyle, qui est le directeur général d'Épopée Gestion. Et je ne sais pas si tu as écouté cet épisode, mais c'est vrai que lui, la morale de l'histoire, c'est laisser sa chance à la rencontre. Donc, et on entend bien dans ton parcours que finalement, c'est émaillé de rencontres, de personnalités qui ont croisé tout ton chemin, ou alors toi qui as croisé le chemin d'un certain nombre de personnes avec lesquelles tu as eu des relations, avec lesquelles tu as travaillé et qui finalement a façonné ton chemin. Ouais, il y a vraiment toujours cette histoire de la rencontre et de se dire oui, c'est sans doute possible. En tout cas, moi, dans ma manière d'être, je sais que... Est-ce que tu l'as favorisé? Est-ce qu'il y a des trucs où en fait, t'es assez inné ou je le pense que je naturel? le conscientise pas, mais je me force pas pour être dans plein de milieux différents. Alors, tu sais, maintenant, vu mon poste, je passe mon temps à serrer des mains et à faire des sourires, et puis en même temps, à être dans des milieux très modestes aussi. Je crois à l'aise un peu dans tout ça. Et en même temps, et je le fais avec plaisir, moi j'aime bien rencontrer les gens. Et finalement, il y a toujours des collègues ou des amis qui me disent « Ouais, il t'arrive toujours des trucs incroyables. Mes aventures ferroviaires sont devenues des légendes en soi. » Et en fait, je crois qu'il nous arrive plein de choses tous les jours, mais c'est juste qu'on n'y fait pas attention. Ouais. Et l'idée, c'est peut-être d'essayer d'avoir cette capacité toujours à s'émerveiller. Et tu sais, ça me fait... Plusieurs fois, j'ai failli me faire écraser dans les villes quand je me promène parce que je regarde souvent en l'air, parce que je regarde les hauts des bâtiments. Parce qu'en fait, on ne les regarde jamais. Et les bâtiments sont magnifiques. Les derniers étages des bâtiments, quand on est dans les rues. Mais en fait, il faut juste lever un tout petit peu les yeux. Et ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que je crois que je n'ai pas eu plus d'opportunités que d'autres personnes. Simplement, je les ai saisies, mais de manière totalement inconsciente. Je me suis jamais dit, oui, il faut arriver là, je vois ma carrière, tout ça. C'est pas trop ça, mais à chaque fois, je me dis, bah oui, tiens. Comment je pourrais faire mieux? Ah bah oui, tiens, j'ai qu'à essayer ça. C'est vrai qu'on a déménagé plein de fois, que je vais traverser la France pour prendre 6 heures de cours, pour commencer avec cette histoire du conservatoire de Caen, en étant percussionniste à... Enfin, je me souviens de cet entretien où le directeur me dit, mais Aurélien, comment vous allez gagner votre vie? Ben, je dis, mon poste, il va peut-être se développer. Ah ben non, on ne développera pas le poste. Oui, vous dites ça, mais on verra. Et puis, je trouverai des heures. Naïveté, il me dit, mais financièrement, ça va être compliqué quand même. Vous habitez pas là, il faut payer les transports, parce qu'il n'y a pas de prise en charge des frais de déplacement à la fonction publique. Et en fait, c'est vrai que la première année où j'ai pris ce poste, je me souviens que ça me coûtait 150 € par mois. Ah ouais. Je devais être payé 200 ou 300 €. Et à la fin, j'exagère, mais je crois que je payais presque pour venir travailler entre la chambre pour rester dormir parce que je pouvais pas faire les retours dans la journée. Il fallait que je dorme chez quelqu'un. Donc je payais, 3 fois rien. Les billets de train, l'essence, le truc. En fait, ça me me coûtait pas, mais ça me rapportait rien. Et en fait, je travaillais pour rien, entre guillemets. Mais, en fait, je me dis, mais oui, mais c'est le début, alors il faut bien y aller, quoi. Voilà. Ouais, il faut emmagasiner l'expérience. Il faut y aller, quoi. Ouais. Et donc, avec la BX de Papy Lucien que j'avais récupérée quand mon grand-père est mort, j'avais récupéré la BX. Et donc, voilà, il fallait y aller. BX 4 vitesses essence, un grand souvenir. Et en fait, ces opportunités-là, elles se sont toujours passées comme ça. Et quand j'étais à Vire, tu vois, par exemple, j'étais pas du tout formé à la direction, moi. Je suis allé voir la direction des finances et machin et trucs, je ne connaissais rien à ça. Et puis, on me dit, mais tu sais, il y a Aurélien, il y a une formation de directeur qui existe. Je croise un formateur. J'ai fait un remplacement à Laval. Et le directeur de Laval, il me dit, ouais, j'anime une formation de directeur. Faudrait que tu postules. Parce qu'il n'y a pas de formation, hein. Directeur, aujourd'hui, plus aucun métier où il n'y a pas de formation. Directeur de conservatoire, il y avait presque rien, quoi.
Et donc, je dis, bah ouais, tiens, faut y aller. Donc, je postule. C'était 1 semaine par mois à Strasbourg pendant 1 an et demi. J'avais déjà 1 ou 2 enfants et puis j'étais déjà en poste. Ouais. Donc, c'est de dire à Vire, il faut me laisser partir. À Caen, il faut me laisser partir. Et bon, ça s'est fait comme ça. J'étais le plus jeune directeur. J'ai rencontré des gens qui étaient incroyables là-dedans. Et puis, je me suis dit, mais merde, peut-être je pourrais faire aussi un truc un peu comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait cette formation. Et puis après, il y en a une deuxième. Donc, j'ai fait la deuxième formation qui existe. Et puis, t'as pas trop planifié, quand même. T'as pas trop réfléchi. Non, mais je me suis dit, allez, on le fait, quoi. Ouais. Et puis, on verra bien. Et en fait, ça s'est fait. Alors, on va dire que les choix, c'était plutôt les bons. Et je dois bien dire que, par contre, ce qui est certain, c'est que quand j'ai dirigé le conservatoire de Vire, je crois qu'au bout de 3 jours, je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça, moi, j'adore, en fait. Ah ouais. J'adore. Pour l'instant, j'adore. Ouais. Et ça s'est pas démenti. Ouais. Évidemment, c'était une révélation, quand les même. changements de taille d'établissement ont fait que le métier change. C'est-à-dire qu'entre diriger une petite école où tu as 14 ou 15 professeurs qui sont à temps non complet, ce qui fait un équivalent temps plein, 7 personnes avec 200-300 élèves, tu connais tout le monde dans une toute petite ville. Voilà, c'est fondamentalement différent que diriger un conservatoire où il y a 1000 familles, une programmation de concerts professionnels, que sais-je encore. Et donc, ça, c'est vraiment différent. Mais à Caen, il y a eu vraiment un changement de braquet très important. Et puis, surtout, il y a cette casquette de programmateur. Voilà, ton contact de compositeur, d'artiste. C'est pareil, moi, j'avais jamais, à part programmer 2 concerts et demi, j'avais jamais fait en arrivant. Ouais. Mais bon, tu as des ressources, tu t'appuies sur des gens, tu dis, écoutez, vous voulez pas m'aider, vous savez faire ça très bien mieux que moi, on réfléchit ensemble, tu t'y mets un peu, et puis après, tu trouves. Oui, t'apprends. Tu changes de vocabulaire, tu changes de casquette, tu te refais des réseaux professionnels, et puis hop, t'y vas. Peut-être qu'il y a 2 choses. La première, c'est que un petit niveau d'inconscience, je pense. Pas d'inconscience de choses un peu fou, mais de dire oui, on va faire. Ça doit bien être possible. Le côté, ça doit bien être possible. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible à faire. Alors. Et puis par ailleurs, pour reprendre citation de quelqu'un que j'ai juste croisé comme ça quelques minutes, mais quelqu'un d'assez exceptionnel, qui m'a dit moi, vous savez, j'ai beaucoup d'humilité dans la vie parce que je l'utilise rarement. C'est drôle. Finalement, ça me correspond assez bien. Ouais. Souvent, les gens qui me critiquent disent c'est quelqu'un qui est un peu, je suis pas très humble. Ouais. Je pense qu'en fait, il faut valoriser ce qu'on fait. Et ça n'empêche pas d'être humble avec soi-même. Mais après, on n'est pas obligé de toujours un peu se dire est-ce que je peux le faire, pas le faire. Et cette personne-là, c'était l'ancien père abbé qui est retiré maintenant de l'abbaye de Solesmes. Ah ouais. Et que j'ai eu l'occasion de croiser parce que je suis allé là-bas m'enfermer pour travailler chez les moines. Je suis pas du tout catholique pratiquant, ni même catholique en fait. En revanche, ça m'empêche pas d'aller m'enfermer avec des moines. Et on avait échangé comme ça. Et alors, c'était quelqu'un de très jovial, très affable, alors que c'est quelqu'un qui est enfermé. Néanmoins, il dirige une 30aine d'abbayes quand même. Ça commence à être important. Et voilà, il disait ça en rigolant. C'était quelqu'un de très amusant. Et j'imagine qu'il l'a encore. Mais voilà, il avait dit ça et dit, vous savez, moi, voilà, j'ai beaucoup d'humilité parce que je l'utilise pas trop. Je l'utilise pas beaucoup. Tu vois, ça va être une petite parenthèse, mais c'est vrai que tu fais des retraites. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment tu as commencé et est-ce que tu continues ? Oui. En fait, d'abord, j'ai la chance d'avoir dirigé un monastère moi-même. Non, c'est une blague. C'est une blague, mais à Saint-Brieuc, la Villa Carmélie, le conservatoire, c'est un ancien Carmel. Donc j'étais dans le bureau et j'ai rencontré d'ailleurs la sœur qui dirigeait les lieux et qui est retraitée maintenant dans un autre abbaye. Et grâce à l'évêque de Saint-Brieuc, j'ai pu la rencontrer, on a pu échanger. Monseigneur Moutier. Bonjour. Exactement, Moutel. Moutel, ouais. Et du coup, j'ai pu rencontrer la personne qui était à ma place avant, donc qui dirigeait le Carmel. Et voilà, c'était une belle rencontre aussi. J'aime bien toutes ces rencontres-là, c'est toujours très étonnant. Mais pour revenir à ce que tu disais, en fait, le monde est quand même fait de gens formidables. Donc, si on ouvre un petit peu les yeux et qu'on s'adresse à l'autre, voilà. Après, il y a aussi 50% des gens qui sont plus cons que la moyenne. Mais néanmoins, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a quand même, on croise des gens tous les jours dans la rue, dans le métro, dans les transports en commun, sur le trottoir, qui sont formidables, on les ignore. Ouais. Et au moment où nos lignes se croisent, même le temps d'une soirée, d'une heure, on croise des gens fabuleux. Ouais, et donc, sur cette retraite-là, l'idée, c'est que c'est un truc qui me chatouillait un peu toujours, parce que c'est très mystérieux quand même ce qui se passe dans les abbayes. Et donc, ça m'a toujours intéressé, on va dire. J'étais un peu curieux. Et il s'avère que je m'étais dit qu'un jour, je ferais ça. Bon.
Et puis, lorsque j'étais au CNSM de Paris, donc Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, pour mon certificat d'aptitude de fonction de directeur, c'est le diplôme que j'ai passé, le dernier diplôme que j'ai passé. En fait, tu as arrêté rapidement la fac, mais tu n'as jamais arrêté d'étudier, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fini à 30, 40 ans. Mais parce qu'il y avait l'opportunité. Je fais une parenthèse, mais en fait, le CA de directeur, c'est un diplôme où très peu de gens l'ont parce qu'il est organisé par cet établissement. Et en gros, la dernière promotion de 12 personnes qui a passé ce diplôme l'a fini en décembre 2017. Et j'étais dans cette promotion. Depuis, il n'y en a plus. Okay. Et j'étais dans la 3e promotion. Il y avait une promotion tous les 4 ans. Donc, c'est super rare. Et donc, il y avait il y avait une formation qui s'ouvrait. Moi, j'ai jamais pu être étudiant au CNSM. C'est quand même un établissement fabuleux. Et je me dis, mais attends, il y a ce truc-là de mon métier, ce diplôme. J'en ai plus besoin. J'étais déjà en poste. Voilà. Mais je me dis, pour le fun. Faut y aller, quoi. Faut y aller, ça va être chiant, les enfants, les machins, les trucs, la vie professionnelle, mais quand même, j'envoie un CV, une lettre, on va bien voir. Et puis, paf, tu passes un tour de tour et puis t'es pris. Une fois que t'es pris, tu te dis, bah merde, je suis pris maintenant. Comment je vais organiser ça? Est-ce que je le fais ou pas? Bah oui, je le fais. Et évidemment. Moi, j'ai appris des choses. Après, il y a plein de choses que j'ai déjà à faire, mais j'ai surtout rencontré des gens. Et encore une fois. Mais oui, il y a des rencontres incroyables de professeurs, de futurs directeurs, de gens que je recroise ou que je recroise plus d'ailleurs pour certains, mais vraiment cette rencontre-là. Bref, tant et si bien que nous avions un mémoire de recherche à écrire, et qu'écrire un mémoire de recherche quand t'es papa avec 3 enfants et que t'es en poste de directeur, il y a un moment où... Tu peux pas. Bah, tu peux, mais ça devient compliqué. Hein. Ouais. Donc j'ai fait tout le travail préparatoire avec un maître Puis en plus, je m'étais lancé dans un devoir en sociologie, alors que je suis pas du tout sociologue, donc avec tout un truc à apprendre très vite de comment tout ça fonctionne. J'aime les difficultés. Et donc, bref, et je me dis, j'avais fait un questionnaire sur les enseignants contractuels dans la fonction publique territoriale, et je lance ça, et paf, je récupère 590 réponses. Et donc là, je me dis, merde, maintenant, il faut traiter les 590 questionnaires, et c'est pas du tout mon métier, donc comment on fait ça ? Et donc, j'ai travaillé. Et après, il me restait la rédaction une fois que tu as travaillé ta matière, il faut quand même tout le temps de le mettre en forme et de l'écrire. Et là, je me suis dit, il faut que je m'isole, quoi. Donc, il y avait 3 possibilités d'aller chez mon papa et ma maman, tout en me disant que pendant une semaine ou 2, être tout seul et voilà. Oui, et puis, tu peux pas aller t'enfermer juste et dire merci de me faire à manger. C'est ça. J'avais des amis qui voulaient bien me prêter un appart ou une maison incroyable, mais en fait, il faut que tu t'occupes de toi. À un moment, et s'occuper de soi, des fois c'est long, et puis tu peux papillonner, tout ça. Et puis il y avait ce truc-là qui me trottait dans la tête, et puis un ami, qui était mon témoin de mariage après, je me suis marié à l'église bien après, Hervé Arondel, qui me dit, écoute Aurélien, tu m'avais dit un jour que tu veux aller dans une abbaye, c'est le moment là. Va à l'abbaye de Solesmes, on a un oncle, nous, qui a été là-bas, tu écris, et puis tu verras bien... Ils accueillent. Alors, je me souviens que j'avais écrit un long mail au père abbé ou au père hôtelier pour dire, voilà, je suis pas catholique, je suis pas croyant, mais j'ai besoin de... Par contre, la spiritualité du lieu, ma femme est catholique pratiquante, mes filles aussi, et la spiritualité du lieu, j'ai besoin de m'isoler pour travailler, on m'a dit que... En fait, t'as fait une lettre de candidature alors qu'ils voulaient juste une trace CB, quoi. Et à la fin, mais même pas, parce que tu payes si t'as envie, en fait. Ah ouais. Et du coup, tu reçois un mail de 2 lignes qui dit, cher Aurélien... vous êtes le bienvenu quand vous voulez, donnez-nous votre date d'arrivée, 1 ligne. Tu te dis, ah bon, d'accord. Ça va se faire alors. Et donc voilà, je suis allé m'enfermer une semaine chez les moines bénédictins de l'abbaye de Solesmes. Et ce qui est super, c'est que évidemment, tu manges avec les moines, qui mangent en silence avec un frère lecteur. Tu as les chants, donc c'est des moines chanteurs à l'abbaye de Solesmes, qui chantent en grégorien toute la semaine. T'as les offices, mais t'es pas obligé d'aller à tous les offices, en fait. Fais un peu ce que tu veux. Et donc, t'as accès à une clôture qui est quand même réservée pour les autres. Il y a personne. Tu parles jamais. Il y a une petite récréation 2 fois 10 minutes dans la journée où tu peux parler si t'as besoin à quelqu'un, mais en fait, t'es pas obligé de parler. Et donc, tu te retrouves tout seul avec ton ordi et ton boulot, ou avec toi-même, tout dépend de ce que tu viens y faire, dans une atmosphère quand même incroyable. Le temps est suspendu. Et avec un rythme, qui est le rythme de la vie des moines, parce que tu manges à heure, ça sonne pour aller manger, ça sonne quand la lumière va s'éteindre, ça sonne quand il y a une cérémonie à laquelle tu peux aller, ça sonne, voilà. Ça sonne pas à 5h du matin, ils sont sympas. Et donc, en allant assister à quelques cérémonies qui viennent donner finalement un tempo à ta journée, et te mettre aussi dans des conditions, en fait, écouter les moines chanter tous les matins, quand même qui consacrent leur vie à chanter les louanges de quelque chose ou de quelqu'un qu'ils n'ont pas vu et dont ils n'ont pas la preuve de l'existence. Il y a quand même quelque chose de... Alors, soit on vivra, c'est comme ça, de dérisoire, mais en même temps de quelque chose de très beau.
Et du coup, comme la parole devient précieuse, là encore, le père hôtelier, le père Michael, qui est un père américain, avec qui je suis en contact très régulièrement, quand il dit « Asseyez-vous, Aurélien ». Tu passes 10 minutes avec, ou 5 minutes avec, t'as l'impression que ça dure 1 heure. Le moine qui demande ce que tu fais. Il dit « Vous croyez à l'âme ?» Si vous croyez pas en Dieu, mais vous croyez à l'âme ? Vous croyez à l'âme. Tu parles pas souvent de ça avec tes copains, de si tu crois à l'âme. Et donc finalement, voilà, ça donne un cadre et j'y suis allé une fois. Et puis, quand je suis parti de là, j'avais besoin d'un petit sas parce que quand tu retournes dans le bruit juste après, là, il y a un choc quand même. Et puis, finalement, tous les 2 ans, depuis, j'y retourne. Je suis allé 4 fois là déjà. Et là, je sens que c'est le moment que j'y retourne. Ça me manque en fait, ce temps-là. J'y suis toujours allé pour travailler, pour écouter des choses, pour programmer. Voilà, je prends des vacances pour aller travailler. Mon employeur appréciera. Et j'ai essayé de faire passer ça en télétravail, mais on m'a dit non, ça marchait pas. Fallait être joignable. Parce que j'imagine en fait que tu vas pas avec Internet, le Wi-Fi, avec ton téléphone. Quoi. Si, t'as le code Wi-Fi, c'est Jésus-Christ, Seigneur, je sais pas quoi, voilà. Ouais. Et non, mais c'est super. Tu fais ce que tu veux en fait. Si t'as envie de rien faire, tu fais rien. Si t'as envie de te recueillir, tu te recueilles. Mais il y a quand même une atmosphère spirituelle très forte. Et on est dans un monde du bruit en fait aujourd'hui et du temps rapide. Et là en fait, il y a une respiration qui s'installe dans ta vie. Et donc, même quand tu travailles beaucoup, tu es quand même sur toi-même, les choses qui sont importantes. Voilà, c'est super de retourner, de retrouver ses enfants et sa femme quand tu es parti 4, 5, 6 jours. Et j'avais un petit sas, j'ai des amis à Sablé-sur-Sarthe à côté, donc qui me servent un peu de zone tampon. J'ai un ami que tu as croisé d'ailleurs, Nono, Jean-François Nono, qui vient me chercher, qui me fait une petite soirée juste avec lui pour que sortir de là. C'est pas trop violent après. Ouais, c'est violent, ouais. Tout ça pour dire qu'il y a cette parenthèse de retraite qui, moi, m'est vraiment importante et qui me permet de travailler bien. Ouais, que tu recommandes du coup ? Oui, je sais pas si les hôtelleries des abbayes sont prêts à accueillir tout le monde, mais néanmoins, sont équipés. Mais oui, enfin, moi, je pense que c'est fondamental. Après, il y a des gens, ils font 1 journée, 2 journées de retraite. Alors moi, c'est pas suffisant pour moi. 1 semaine. T'as vraiment besoin de déconnecter. Et puis pour un truc très musical, toute la semaine, les chants grégoriens sont en monodie, donc à l'unisson. Tous les chants, tous les moines chantent la même chose en latin. Et le week-end, il y a un frère qui se met à l'orgue et avec des jeux doux, donc des sons très doux, harmonise, c'est-à-dire met des accords sous les chants grégoriens, qui n'ont pas du tout été écrits pour ça. Hein, mais au 19e siècle, il y a eu toute une école qui a harmonisé un peu ces choses-là. Alors certains crient au scandale de l'histoire de la musique et d'autres approuvent, peu importe. En tout cas, tu as passé 1 semaine aussi à avoir une oreille monodique, c'est-à-dire à écouter qu'une seule voix chanter comme ça, une mélopée, ou une psalmodie, même s'il y a des choses beaucoup répétées. Et puis finalement, le dimanche, c'est fête pour les catholiques. Et tu as ces accords qui viennent s'ajouter, en fait, ou soutenir plutôt le chant des moines. Et là, ça ouvre des perspectives. Tu es dans le silence pendant 1 semaine, il y a un truc complètement dingue, quoi. Acoustiquement, qui se passe. Et donc voilà, c'est saisissant. Ouais, ça te saisit. Donc finalement, quand il y a des choses qu'on enlève dans notre vie, et quand on les retrouve, on en voit la richesse. Voilà. Ça les surligne un petit peu. Hein. Et est-ce que ça t'a permis aussi de cheminer sur d'autres questions que le travail pour lequel tu as été ? Déjà, ça vient quand même poser, l'air de rien, la question du sens. Hein. Parce qu'au bout de 2 jours où tu es avec ton ordi en train de bosser, tu pourrais faire plein de trucs. Tu vois, si tu as envie de faire la sieste, fais la sieste, tu peux aller courir, tu peux glander. Hein. Personne t'enlève ton ordinateur et ton téléphone. C'est moi qui me déconnecte. Mais tu te poses la question quand même. Tu te dis, attends, les moines, ils sont là. Il y en a un, ça faisait 50 ans qu'il était là, il était radieux, le gars. Tu discutes avec lui, le mec, il est content, quoi, heureux. Puis tu lui parles de ce que tu fais parce qu'il te pose des questions et il est assez magnifique. Et tu t'interroges sur le sens de ce que tu fais quand même et le temps que tu y passes. Parce que je passe beaucoup de temps à travailler, mais parce que j'adore ça. Et tu te dis, ouais, est-ce que tout ça, c'est justifié ou pas ? Et puis ça t'interroge sur ta vie, en fait. Un truc tout bête, mais est-ce que tes enfants, est-ce que ta famille, ton épouse te manque quand tu n'es pas là pendant 1 semaine ? C'est une vraie question. Le risque, c'est que tu dises qu'il ne te manque pas. Du tout. mais je suis obligé d'y retourner, fait chier. Ouais, voilà, laissez-moi chez les moines. Non, mais du coup, ça pose ça quand même. Parce que c'est vrai que le grand questionnement du monde aujourd'hui et de la génération Z et actuelle, même pas que celle-ci, c'est évidemment celui de s'éloigner de ce que l'on fait au quotidien et de vouloir tenter de se rapprocher de ce que l'on a véritablement envie de faire. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tout le monde ? Parce qu'au final, quand on est dans son quotidien et qu'on est harponné par ses obligations, ses objectifs financiers, familiaux ou perso,
on est en mesure justement de se dire véritablement ce que l'on a envie de faire et justement en fait de redonner un petit peu soit du sens à ce que l'on fait ou soit quitter ce que l'on fait pour essayer de rattraper ce que l'on a voulu faire, ce que l'on a envie de faire, découvrir ce qu'on a envie de faire. Sans compter la dimension matérielle aussi en fait de ce qui nous anime au quotidien et qu'il est parfois aussi difficile de faire ce que l'on a envie de faire. Bon, déjà, moi, je suis pas prescripteur, donc je suis pas conseiller de qui que ce soit, voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup et ça me nourrit. Donc, je me dis que si ça me nourrit et que ça m'apporte, ça doit forcément apporter à d'autres. Ouais. Et par ailleurs, faut essayer, quoi. Il y a des gens, ils font du yoga une fois par semaine. Moi, le yoga, ça m'énerve. Donc, le but, c'est de calmer les gens. Moi, tu me fais faire ça, ça me stresse. Ça te stresse. Ouais, exactement. Donc, je le fais pas. Par contre, aller là-dedans, dans ce temps un peu respirer. Ouais. Je sais que la première fois où j'y suis allé, je suis vraiment pas du tout sorti de la clôture. C'est-à-dire, on a un code, on peut sortir, on fait ce qu'on veut. Tu vas aller faire tes courses, aller en boîte de nuit, et limite tu peux, mais ça n'a plus aucun sens. Faut pas venir là, quoi. Puis je pense qu'il y a un moine, à un moment, te dira en disant bon, vous êtes sympa, mais c'est pas une auberge de jeunesse, quoi. Mais c'était amusant de voir des jeunes ados, par exemple, plutôt issus de familles catholiques pratiquantes, qui viennent réviser leur bac. Ou j'ai croisé un cardiologue qui était dans une grande clinique et qui disait voilà. Là, j'en pouvais plus, il fallait que je prenne une semaine, 15 jours. J'ai fait ça il y a 20 ans et ça fait 20 ans que j'ai pas pris le temps de faire ça. Et là, vraiment, faut le faire. Puis tu peux donner du temps aussi aux moines si tu veux les aider à arranger des trucs. Tu peux avoir un accompagnement spirituel si tu as envie. Moi, j'adorais faire ça, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et il y a un aspect un peu contemplatif. Tu as accès à un jardin où tu peux te promener. Enfin, chaque abbaye a ses... Moi, je te parle de l'abbaye que je connais, évidemment, de l'abbaye de Solesmes. Et puis, j'y suis retourné vraiment dans celui-là. Puis, l'abbaye de Solesmes, il a été fréquenté par des très grands musiciens. Donc, quand même, quand tu ouvres la porte, tu te dis, waouh, c'est un beau château. C'est une belle forteresse qui donne sur la Sarthe. C'est magnifique. Tu vas courir le long, là. Ouais, donc, mais voilà. Si on n'a pas une abbaye, c'est quoi les techniques, justement, pour essayer de, faire l'éloge de la pause et de être un petit peu dans la contemplation, c'est-à-dire de se sortir un petit peu, encore une fois, de son quotidien et de se poser les bonnes questions, d'essayer de tendre vers les réponses. Alors, c'est pas forcément immédiat. Tu vois, pour se dire, voilà, je prends du recul, je réfléchis à ce que je fais dans la vie, et puis même dans son propre boulot, dans son activité, dans ses études, voilà, prendre un petit peu de recul pour avoir les bonnes... Je sais pas, j'ai pas de recette, mais par exemple, pour des gens qui ne sont jamais allés voir un concert d'orchestre symphonique, c'est de prendre un billet pour aller dans une salle tout seul et d'aller s'asseoir et d'écouter. S'asseoir au bord d'une rivière sur un banc et regarder les gens passer, c'est quand même fabuleux, quoi. Tout seul. Mais je crois que ça, c'est le bon point. Moi, j'ai besoin de cette solitude. C'est un sujet chez nous parce que je fais beaucoup de choses tout seul. Je pars, tu vois, là, on est en train d'enregistrer ça parce que je viens de passer 4 jours, 5 jours à Rennes sur un jury de concours. Alors, à la fois, je suis pas seul, il y a du monde, mais je suis vraiment en dehors de mon cercle professionnel, mais du coup, en dehors de mon cercle familial. Je pars beaucoup de chez moi, toujours 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce qui est de fait peut susciter parfois des questionnements, mais en fait, moi, je crois que j'ai vraiment besoin de ça pour retrouver, en fait. Pour retrouver et me dire, voilà, on est plutôt pas là à parler de mon travail, mais finalement de ma vie privée. Ça fait avec mon épouse depuis que j'ai 17 ans. Et donc finalement, si on va aller jusqu'à 77 ans, 87 ans, 97 ans, c'est beau quand tu vas, je sais pas, tu vas à Deauville sur la promenade des Anglais et tu as un papy et une mamie qui se tiennent par la main et qui se promènent. Ouais. Tu te dis, mais waouh. Alors ça se trouve qu'ils se sont rencontrés la veille dans un bal, t'en sais rien. C'est pas, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, tu projettes un truc. Et dans ce que tu projettes, tu te dis... Depuis tout ce temps qu'ils sont là ensemble, c'est magnifique. Donc voilà, en tout cas, chacun doit trouver son temps, sa respiration. Moi, c'est un peu mon temps. Et du coup, si on fait lien avec le monde professionnel, il y a vraiment ça. J'ai la chance de pouvoir j'ai une petite activité de formateur et donc j'accompagne des jeunes directrices et directeurs d'écoles de musique et de conservatoires sur quelque chose autour de l'animation et de l'encadrement des équipes, pour pas dire le gros mot de management. Et en fait, souvent, ce que je dis, c'est quand on vient me voir avec un problème un peu important, grave, on gère des trucs graves. Je parle pas que l'établissement brûle. Si l'établissement brûle, évidemment, faut aller faire sortir tout le monde et voilà. Mais c'est vraiment quand on vient de voir, on dit ouais, il y a un problème. Tu dis oh, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une tasse de thé pour dire en fait, on lutte un peu tous contre nous-mêmes. Là, j'ai reçu un mail qui m'a un peu chagriné hier. Je suis pas très content de ce mail et évidemment, je comme tout le monde, je me dis bon, qu'est-ce que je fais ? Non, t'en fais rien en fait. Tu le mets de côté, tu te dis je vais dormir. On va voir ce qui en reste de ça. Et puis voilà. Là, on revient finalement, j'ai pas sur l'éloge de la pause, de prendre le temps, de ralentir. Je crois que c'est plutôt l'éloge des contrastes finalement. Ouais. Une belle pièce symphonique, c'est quand même là où il y a beaucoup de nuances, de changements. Et en fait, ce changement de tempo, les changements de tempi, c'est ça qui est fondamental. S'il y a des gens qui vont tout le temps lentement,
pas s'ils sont heureux comme ça, peut-être, mais de temps en temps, de mettre un petit coup de collier et d'aller un peu vite, ça leur ferait la question du bien. du rythme. Ouais, je pense qu'on a besoin, moi j'ai besoin en tout cas que ça change de ce rythme-là. Ouais. Changer de tempo. D'où le fait d'être à la fois au boulot, à la fois à la maison, que ce soit rythmé, que ça aille vite, et en sortir, t'ajouter en fait des temps de pause. Ouais, je crois, puis se nourrir de toutes ces... Enfin, bon, tu l'as compris, moi j'aime bien les gens. Ouais, je et crois. donc, toutes ces rencontres-là, elles viennent pétrir. Tu perds pas du temps quand tu rencontres des gens. Tu parles 1 heure à quelqu'un, c'est passionnant en fait, parce que du coup... Quand tu écoutes quelqu'un, ça résonne avec toi ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Et même quand tu écoutes un intervenant que tu trouves vraiment très mauvais, que vraiment qui maîtrise pas trop son sujet, que tu l'aborderais pas comme ça, ou tu es fondamentalement en désaccord, ça a le mérite de toi de te dire, moi, si je devais intervenir, ou finalement sur ce sujet, je suis pas du tout d'accord et pourquoi, et c'est pas grave en fait, ou la didactique que met cet intervenant en jeu est quand même nullissime. Et donc finalement, je me dis, waouh, c'est pas ça. J'espère que je transmets pas ça quand je transmets. Enfin, du coup, il y a aussi à apprendre de tout ce qu'on n'aime pas. Voilà. Après, faut pas se forcer à vivre que des choses qu'on n'aime pas, mais de temps en temps, finalement, on apprend. Ouais. Et tu vois, pour moi, en fait, ce sujet-là est vraiment super important, très intéressant, parce qu'il dit de notre rapport au monde. Et dans un monde où, et en plus, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as évoqué, t'as énoncé le mot, celui de bruit. On vit dans un monde noyé par le bruit. Donc, comment on fait pour s'en extraire, ou comment on fait pour calmer aussi ce monde, pour essayer de faire sortir de ce qu'il y a de plus beau, et effacer aussi un petit peu, encore une fois, tout ce flou qui nous entoure, qui peut nous perturber, qui peut aussi perturber les gens qui nous entourent et qui n'arrivent pas à capter un petit peu l'essence de la conversation, l'essence de ce qu'ils font. En fait, il y a quand même aujourd'hui, alors évidemment, on va parler des réseaux sociaux, l'accélération du temps, etc., la montée des individualismes, etc. Mais un autre truc qui me fait halluciner, comme on dit, c'est quand même le fait que tu ne peux plus être en désaccord avec quelqu'un. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es un nazi, quoi. Tu vois ? Et en fait, je vois bien les modèles dans lesquels on est, mais à un moment, même au travail, je vois bien pointer un désaccord en disant, OK, bah, on n'est pas d'accord. Pour autant, c'est comme ça qu'on fait, ou c'est ça l'orientation de l'établissement, ou c'est ce choix qui est fait. Mais en fait, que tu sois pas d'accord, c'est pas grave. D'ailleurs, des gens, ils sont capables de s'engueuler sur l'interprétation de tel pianiste. Il était bon, il était nul, il était bon, il était nul. Tu vois, et en fait, tu as le droit, toi, de trouver que c'est formidable pour telle ou telle raison, et toi, de pas aimer pour telle ou telle raison, puis ça t'appartient si t'aimes ou t'aimes pas, et finalement, c'est pas si grave, et même si c'est un sujet important, juste on n'est pas d'accord, c'est pas grave. C'est le principe de la pluralité politique, en fait. Ouais. S'il y avait qu'une seule solution et la bonne, j'espère qu'on l'aurait mis en place depuis un certain temps, et pour autant, voilà. Et donc, à un moment, on a le droit d'avoir des convictions, le droit de pas être d'accord, tenter que ça tombe pas sous le coup de la loi, c'est pas ça autre chose. Et de défendre ses opinions, mais en respectant celles des autres. Ouais. Et aujourd'hui, pointer un désaccord est quand même quelque chose de difficile. Et surtout, le désaccord a tendance à nous sauter un peu aux yeux et finalement de nous faire oublier toutes les choses sur lesquelles on est d'accord. Et ça, je crois que c'est ça la chose la plus complexe. Ça va gommer ça, et alors qu'on partage énormément de choses, en fait. Et je pense que en tout cas, moi, c'est ce qui me chagrine le plus. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas d'accord, c'est chouette, en fait. Parce que si tout le monde est d'accord sur tout le temps, c'est la Corée du Nord, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. Par contre, de dire, oui, on n'est pas d'accord, on est même fondamentalement en désaccord, et pour autant, ça ne peut pas nous empêcher d'aller boire un verre, de manger au resto, on n'est pas obligé d'aller en vacances ensemble, et de noter qu'on est en désaccord. Voilà. Sans que mon voisin soit l'ennemi, soit un nazi ou un stalinien. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se jeter dans cette conversation-là. On parle pas du tout de l'art en ce moment. Et en disant... Voilà. Après, il faut pas être je vais être grossier, je vais te niquer ton émission sur l'enseignement artistique et l'art. On pourra tout jeter, on recommencera. Non, mais tout ça, ça m'intéresse, et tout ça, ça fait partie justement en fait de la conversation. Ça fait partie de ce que je veux faire avec nos récits. Ça veut dire que il y a des sujets sur lesquels en fait on est tous investis, mais on se rend compte qu'il y a quand même un point commun, c'est effectivement la manière, encore une fois, dont on vit le monde et comment on a envie qu'il s'améliore au quotidien. Il y a des personnes qui sont engagées, et ils s'engagent à travers, je sais pas, dans l'entreprise, parce que ils savent en fait que c'est un acteur social et que il va falloir en fait que l'entreprise grandisse pour avoir un impact plus important. Il y en a d'autres qui sont extrêmement investis dans le domaine de l'agriculture, parce qu'ils disent l'agriculture productiviste et intensive, c'est peut-être pas le bon format. Il faudrait peut-être qu'on s'oriente vers autre chose. C'est d'ailleurs le formidable épisode 19
avec Philippe Leduf et on emprunte d'autres voies. Ça veut dire que chacun, en fait, a une mission dans laquelle il s'investit, mais au final, d'une certaine manière aussi, pour accéder à la même finalité, c'est-à-dire, en fait, essayer de vivre en communauté, en harmonie et effectivement, respecter les différences de chacun. Et comment fait-on pour s'élever? Il y a la santé, il y a encore une fois le sport, il y a aussi la musique, mais que les fondamentaux qui guident toi ton action, on y est, tu vois, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la manière dont tu vas diriger aussi ton conservatoire. Ce qui est magnifique dans ce métier, c'est que la question du sens est quand même, la réponse à la question du sens est assez facile à trouver. Ouais. Beaucoup de gens en ce moment remettent en question le sens de leur travail, etc. Et moi, je dois bien reconnaître que cette question-là, évidemment, je suis comme tout le monde sur des postes d'encadrant, c'est pénible, l'administration, la lourdeur administrative, le ci, le là, les emmerdes, les gens pas sympas, et voilà. Mais néanmoins, la réponse à la question du sens est quand même facile. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai l'extrême chance de me lever pour essayer que les enseignants, parce que finalement, moi, je le fais pas en direct, puissent accompagner du mieux possible des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des adultes d'ailleurs par ailleurs, pour apprendre une discipline artistique. Alors évidemment, avec la discipline en elle-même, apprendre à jouer du violon, à danser, à faire de l'orgue ou à se dépasser quand on est en situation de handicap ou être comédien, comédienne, avec tout ce que ça implique d'apprendre une discipline artistique, l'exigence avec soi, avec les autres, l'estime de soi, le faire ensemble, le partage, l'excellence dans certains domaines, pour certains profils. Et donc ça, c'est assez facile. Et puis tout ce qu'on apprend grâce à l'art, en fait. Voilà, c'est un peu des phrases un peu toutes faites comme ça, mais l'éducation à l'art et l'éducation par l'art, c'est quand même un peu central. Le faire ensemble, etc., etc. Et pourquoi l'éducation à l'art, c'est central? Parce que j'ai posé cette question-là différemment. Ouais. OK. Nous ne sommes pas indispensables. Ah, exactement. C'est exactement ça. Tu vois, on se connaît bien, hein, mais parce que moi, évidemment, en fait, je suis passionné de musique, j'adore l'opéra. Et parfois, quand j'y vais, je me pose et je me dis, c'est quand même incroyable parce que l'humanité est arrivée à un stade de développement tel que aujourd'hui, on a des personnes qui sont en mesure de créer et de représenter la création, d'en vivre, sans avoir en fait un quelconque rôle entre guillemets productiviste, c'est-à-dire boire, bouffer, manger, tu vois. Ouais, il y a eu énormément. Moi, je suis pas un fan. Souvent, on a toute une politique de justification, ce que je peux comprendre, de l'apport économique des activités artistiques. Ouais. Tu sais, le nombre de nuitées, parce qu'on crée quand même des choses. Ouais, quand tu fais des concerts, t'embauches un traiteur, il y a des hôtelleries, il y a des... Le ROI, le retour sur investissement de la culture. Exactement. Ouais. Alors, je l'entends qu'il faut sans doute le faire, etc. Pour justifier un euro de... Moi, ça me passionne pas trop. Ouais. Néanmoins, ce que je vois, c'est que d'abord, il y a quelque chose de... Alors, c'est pas très à la mode, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation et de l'émancipation individuelle. Voilà, je vais me grandir en apprenant à pratiquer un art, une activité, un sport, voilà. Donc finalement, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de très égoïste. En tout cas, c'est d'apprendre aux gens à avoir une émancipation individuelle, à se grandir. Si on se projette dans une société néolibérale dans laquelle on est, on peut l'aimer, pas l'aimer, mais c'est comme ça, que finalement, ça va apporter énormément d'avoir des gens qui ont grandi, on fait grandir, on éduque, etc., etc. Ça, c'est la première chose, c'est l'émancipation personnelle, voilà. Après, il y a quand même là, aujourd'hui, et c'est pour moi plutôt la question fondamentale, la question du vivre ensemble, qui est un mot bateau, mais enfin quand même, on ne peut pas dire que tout ça fonctionne très bien, et que j'ai tendance à me dire que pratiquer un art ensemble ou d'aller voir un concert, une production d'élèves professionnels, il y a quand même quelque chose où on fait corps, on fait ensemble, et que finalement faire ensemble, c'est quand même ce qui devrait être des ciments de la société, et que finalement on apprend aux enfants, aux adolescents à faire quelque chose ensemble qui leur plaît. Et tu vois, on l'a vu avec la Covid en plus. Tout ça me semble fondamental. Ça, ce sont les deux choses, quelque chose de l'ordre de l'individuel, de l'individu, et quelque chose de l'ordre du collectif. Et puis par ailleurs, pour les collectivités qui ont tout cela, mais ma foi, un établissement culturel comme un conservatoire, il y a aussi la question du rayonnement, il y a aussi la question de l'ancrage, bien sûr, mais il y a la question de l'attractivité, en fait. Je viens sur ce territoire parce qu'il y a une offre
incroyables, il y a des artistes pas possibles, etc. Et puis après, les artistes, moi je ne me suis jamais défini comme un artiste. Pas elle-même, je suis plutôt une sorte d'artisan d'art, mais qu'on soit dans un monde où des artistes, je parle des artistes qui ont un geste créateur, qui vont porter un regard sur le monde, je parle pas de l'artisan d'art qui joue de son instrument au service d'eux, qui joue dans un orchestre, même si c'est un métier très noble. Je parle vraiment du créateur qui va apporter son regard sur le monde, mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand même quelque chose de beau dans une société de se dire qu'il y a des personnes, comme les moines finalement, qui à un moment vont avoir les moyens, parce qu'ils sont poètes, de porter un regard sur le monde. Et on leur donne, ou ils se donnent, la possibilité de faire ça, et ils sont reconnus parce qu'ils ont ce regard-là, et on va les accompagner pour que on se mette à leur service. Et ça, c'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez magique. Et de fait, pendant le Covid, on nous a fait faire un peu n'importe quoi, évidemment, mais la situation était tellement inédite que ne jetons la pierre à personne. Néanmoins, c'est vrai que le monde de la culture n'a pas très bien vécu le fait qu'il ne soit pas considéré comme essentiel. Moi, ça m'a pas du tout choqué. C'est-à-dire, oui, effectivement, on n'est pas essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut rester chez soi parce que c'est le bordel. Par contre, ça a soulevé une crise un peu plus profonde que ça. C'est-à-dire que ça renvoie à ce qu'on nous renvoie avant le Covid ou après le Covid, mais pas à vraiment la gestion du Covid elle-même. Et donc, c'était une grande parenthèse dans ce début du 21e siècle, mais néanmoins, je pense qu'il y a vraiment ça. Et quand, par contre, on voit les dernières émeutes urbaines, ou voilà, moi, là, on mène un projet de démos à Caen, on est présent dans des quartiers, etc., tout en préparant des futurs professionnels. Je me dis, ouais, on est peut-être là quand même au bon endroit. Et que s'il y a 3 gamins qui vont être pris par la main et se laisser embarquer dans une belle histoire, c'est super. Ces 3 gamins-là, peut-être après, quand ils seront grands, ils serviront de modèle à d'autres. Et tout ça peut être vertueux. Parce que si on fait pas ça, alors on laisse tout tomber, on ferme et puis on fait autre chose. Mais moi, je suis une sorte d'optimiste pragmatique, chroniquement optimiste. Ouais. Mais parce qu'en fait, on n'a pas bien le choix. Et que l'homme est capable du meilleur. Il est capable du meilleur. Comme du pire. Du pire, évidemment, mais il est capable du meilleur. Absolument. Et que finalement, il y a des moments de poésie comme ça. Voilà. Ça, c'est la première. Et le quatrième chose, c'est que peut-être par rapport au... Et quoique, et je m'excuse auprès de tous les zoologues, anthropologues et autres trucs en log, c'est-à-dire que quelque chose qui nous caractérise, c'est le sens aigu de la conscience de soi et de la conscience des autres. Mais finalement aussi la capacité à avoir des émotions. Et moi, il y a plein de moments qui nous procurent des émotions. C'est-à-dire que une finale de la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, après qui posent plein d'autres problèmes, voilà, mais un concert, voilà, ou un tableau, ou une lecture, ou une rencontre, ça nous procure de l'émotion. Et moi, ce que j'adore dans ce métier-là, c'est que les jeunes gens qu'on forme aient eux-mêmes des émotions. À un moment, au-delà de je pratique mon violon, j'apprends, c'est à quel moment j'ai une émotion à le faire, un plaisir, voilà. Et cette capacité à transmettre une émotion. Quand tu es saisi par une émotion d'un élève, un petit, parce qu'il a réussi un truc et que tout le monde parce que papa, maman sont émus et que c'est beau, un grand ensemble où il se passe un truc, ou un jeune comédien, une comédienne qui t'adresse un texte très fort sur lui-même, qui nous raconte quelque chose et que ça te procure une émotion, t'as les larmes dans les yeux ou les poils qui se dressent sur les bras. Moi, je trouve ça fabuleux. Et du coup, c'est ça qui m'habite. Moi, j'aime bien avoir des émotions. Je suis quelqu'un de très émotif, en fait. Donc, du coup, dans le métier de directeur, je suis plutôt vécu comme un animal à sang-froid. Je pense sur mes collaborateurs et voilà. Rationnel, qui prend des décisions et qui tranche. Néanmoins, plus intimement, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Je suis capable de fondre en larmes en regardant les infos ou en écoutant un mouvement lent d'une symphonie de Beethoven par l'orchestre que j'ai la chance de diriger. Moi, je bats pas les bras. Je te dis tout à l'heure que je dirigeais l'orchestre. Je suis pas le chef d'orchestre, je dirige au sens artistique du terme. C'est-à-dire que je fais la programmation, je choisis des artistes, je fais que tout ça soit possible, on va dire. Mais quand je suis assis à mon siège au K29, toujours le même, et ma foi, oui, j'ai beaucoup d'émotions. Ouais, c'est parce que c'est là où il y a la meilleure acoustique dans la pièce. C'est un des rangs et la bonne acoustique, mais surtout très au bord et que je peux sortir s'il y a un problème. Et puis je peux étendre mes jambes. C'est fou ce que tu dis là parce que en vérité, je crois que tu touches vraiment du doigt aussi l'une des questions que je voulais te poser parce que aujourd'hui, la grande question évidemment du siècle, c'est celle de notre capacité à lutter contre le réchauffement climatique. Oui. Je ne sais pas si ce sont des questionnements que vous avez. Mais en tout état de cause, c'est vrai que si on doit aller vers cette amélioration, cette réduction drastique des émissions de carbone, il y a un certain nombre de personnes qui disent il faut éliminer de facto tout ce qui n'est pas essentiel
Venir voir un concert, il faut se déplacer. Est-ce que c'est utile? Exactement. Et puis même se connecter à Spotify pour écouter de la musique qui a un coût carbone, est-ce que c'est utile aussi? Je te laisserai répondre à cela, mais c'est vrai que je pense que tu as apporté aussi c'est une partie de cette réponse-là. Les émotions, on n'est pas que des êtres ayant besoin de se nourrir d'eau et de nourriture, en fait. Pas que de la chair. On n'est pas que de la chair. Voilà. On est aussi, en fait, un être avec ses émotions, avec de l'affect, avec des sentiments. On a aussi besoin de nourrir cela. Alors, est-ce que, justement, les arts, qui est cette porte d'accès vers les émotions, en fait, est finalement quelque chose qui est donc absolument indispensable à l'homme? Premier point. Et deuxième point, parce qu'on se rend bien compte que c'est parfois difficile de le rendre accessible pour un certain nombre de personnes. On l'a évoqué, notamment en fait pour les classes les plus modestes. Et comment fait-on pour améliorer cet accès-là? Attends, mais il y a 20 questions dans ta question, Fouad. Ah, je suis désolé. C'est un vrai problème chez moi. Alors, du coup, je vais commencer par te répondre sur des questions un peu sociétales et notamment celle de la prise en compte des questions de développement durable, soutenable, raisonné. Enfin, on met tout ça a du sens, mais on va pas faire un cours là-dessus. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que ton émission aurait existé des podcasts il y a 5 ans ou 10 ans. Ça aurait été assez amusant que je sois interviewé il y a 10 ans et qu'on réponde exactement à ces mêmes questions. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose de très personnel, mais j'ai le sentiment que jusqu'à il y a peu, et tu vas comprendre pourquoi, le conservatoire était plutôt vécu comme une sorte de bulle, une sorte de sanctuaire, en fait, aux problèmes de la société. En gros, Kevin vient prendre son cours de flûte traversière au conservatoire, il pose ses petits problèmes, les problèmes du monde, sur le parvis du conservatoire, il rentre, il prend son cours, l'art pour l'art, c'est merveilleux, l'éducation, l'émancipation dont on a parlé, l'effort, travaille tes gammes, mon chéri, et il repart, et il retrouve ses petits problèmes à la sortie de l'école, du conservatoire. Moi, j'ai le sentiment que c'était un peu comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, on vivait un peu en dehors de ça, et nos préoccupations portaient principalement sur l'enseignement des disciplines. Or, les temps changent, en bien ou en mal, il y a plein de choses qui changent en bien, et c'est heureux. Et donc, les textes qui nous accompagnent changent aussi. Et dans le schéma national d'orientation pédagogique, le fameux SNOP de juillet 2023, qu'un document dont je pourrais dire du mal allègrement sur bien des points, néanmoins, les 15 premières pages sont des pages qui posent plutôt les valeurs et ce que c'est qu'un conservatoire, ce qu'on y fait, etc. Et à l'intérieur de ça, il est question pour la première fois dans notre texte des questions sociétales, qui sont effectivement celles du développement durable, celle de l'égalité femmes-hommes, y compris dans les répertoires. Ouais. La question de genre, on est vraiment, les questions du genre, on est vraiment très concernés par ça, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes gens qui se questionnent beaucoup sur leur genre, ou qui en changent, ou l'expression de leur genre en tout cas, ou voilà. Et les pratiques genrées aussi. Des questions de violence et harcèlement sexuel, sexiste, la question des violences éducatives, évidemment. Enfin, un peu toutes ces questions sociétales-là, en nous enjoignant de les prendre en compte et voire d'avoir une charte d'éthique. Voilà. Et donc là, on nous dit, finalement, Kevin, il laissait ses petits problèmes à la porte du conservatoire. Et avec ce nouveau texte, j'ai le sentiment qu'on dit, attendez, Kevin, il vit dans un monde qui est quand même, il y a plein de problèmes. Il a tous ces problèmes-là. Vous avez tous ces problèmes-là. Et il faut que vous les preniez en compte dans votre quotidien. Alors évidemment, ça nous perturbe parce que, évidemment, la première question, c'est oui, mais on ne nous donne pas de moyens supplémentaires pour s'occuper de ça. Puis déjà qu'on n'a pas le temps de prendre tous les gamins qui veulent faire du piano. Non. Tout à fait. Ça, c'est mon job. Je râle pour avoir plus de moyens, même si j'en ai plein. Il en faudrait plus. Et par ailleurs, c'est quand même une grande avancée qu'on prenne en compte ces questions-là. Pour les questions d'égalité femmes-hommes, etc., on voit bien que le queue de comète MeToo, le nouveau chapitre qui s'ouvre là, voilà, on est concerné par ça dans les conservatoires, il y a des formations des équipes, etc., c'est une chose. Et sur la question du développement durable, voilà, il y a deux possibilités. Soit on dit, on ferme tout, encore une fois, et puis voilà. Soit on se dit, comment on peut faire pour que ça ait le moins d'impact possible. Mais par contre, c'est fondamental que ça existe. Donc, comme dans toute organisation, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je veux dire, ne serait-ce que... Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais la rénovation thermique des bâtiments, réfléchir à où est-ce qu'on achète nos instruments, est-ce que c'est vertueux de faire venir des violons fabriqués par des Ouïghours au fond de la Chine, voilà. La question de recycler aussi tous ces instruments-là, la question de l'usage nécessaire, mais en même temps à mesurer de bois précieux, exotiques,
dont on a fondamentalement besoin. Et est-ce qu'au contraire, c'est pas beau de se dire oui, on a besoin d'ébène et de palissandre pour faire des instruments de musique. Est-ce que c'est pas mieux que de faire des meubles qui vont être changés après, voilà. Ou est-ce qu'on développe comme n'importe quelle ville, on essaie de se dire que est-ce que venir en bagnole au concert est une bonne chose, est-ce que tout diffuser en live sur Internet, est-ce que c'est vraiment intéressant, enfin voilà, on peut quand même se poser toutes ces questions-là sans dire qu'il ne faut pas faire. Ouais. Mais je crois que c'est un peu le risque que j'entends dans des grandes villes, des services qui se disent oui, non mais il faut arrêter les expositions d'envergure internationale parce qu'après les gens ils viennent de trop loin. Moi, quand j'entends ça, je me dis, waouh, attends, il y a quand même des gens qui se disent qu'il ne faut pas que les gens aient voir des expositions. Bon, bien sûr, après, on peut aussi se dire aux gens, allez commencer par voir les expositions dans la ville où vous habitez. Et on n'est peut-être pas obligé de traverser l'Europe ou aller aux États-Unis à New York juste pour voir une représentation d'opéra. Néanmoins, je pense donc qu'il y a un travail à faire. Dans le monde de l'opéra, par exemple, il y a des projets en cours de coproduction, de décors recyclés, la recyclerie des décors au cinéma ou circuit court de plein de trucs. Voilà. Donc, on peut prendre ça en compte, même si c'est pas trop dans notre ADN, parce que nous, on vit un peu au-dessus de tout ça. Donc on s'en moque un peu. Donc, il faut qu'on change un peu nos logiciels. Et en même temps, de dire oui, pour autant, j'ai bien envie que ça continue, qu'on forme tous ces jeunes gens à être spectateurs ou à être praticiens ou à être les deux. Et à pouvoir se dire que quand ils vont pas être d'accord sur l'interprétation du quatuor numéro 2 de Béla Bartók. Ouais, parce qu'il est possible de débattre de ça. Bien sûr. Aujourd'hui, dans le concours où j'étais, sans trahir des délibérations, on parlait des meilleures versions du Messie de Handel et de est-ce qu'il faut faire la note de passage, appuyer ou pas, du récitatif numéro 2, du ténor machin. Mais c'est ça qui est beau. Mais voilà, c'est passionnant. Et d'avoir un avis sur cette question. Mais comme si on peut débattre, est-ce qu'il fallait faire ou pas jouer Dupont à la Coupe du Monde rentrée ? Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve ça plutôt beau qu'on discute de ça. Pendant ce temps-là, on ne s'engueule pas sur des choses qui paraissent bien futiles ou qui sont tellement importantes qu'on ne devrait pas s'engueuler ensemble là-dessus parce qu'elles sont trop fondamentales. Ouais. Donc, finalement, former les gens aux sensibles aussi, c'est de se dire que si on forme les gens aux sensibles, le beau, c'est très relatif. Donc, la question du sensible, en tout cas, on peut se dire que c'est des gens qui vont beaucoup mieux ou plus réfléchir quand ils prennent des décisions peut-être plus pragmatiques et concrètes dans le monde de l'entreprise ou que sais-je encore. La question de la présence de l'art dans l'entreprise, elle se pose aussi, parce que finalement, dans un environnement extrêmement rationnel qui pèse le moindre euro pour que ça en rapporte 10 autres. Oui, mais on voit bien qu'après, la chorale ou comme la séance de yoga, il y a toujours derrière une petite visée de production pour se sentir bien au travail. Les fameux happiness managers, là. Ouais. Celui qui a inventé le happiness manager, il devrait être quand même cloué sur... Ça, c'est un scandale. Mais qui va te dire, toi, tu dois être heureux. Non, mais en tout cas, bon, on a un club de mécènes au Conservatoire Orchestre de Caen. Moi, je suis ravi de faire découvrir aux chefs d'entreprise, à leurs collaborateurs, ce qu'on fait, ce qu'on porte, etc., etc. Et je ne suis pas du tout du genre à cracher sur le monde de l'entreprise. Encore une fois, j'entends, ah bah oui, l'entreprise, quand même, c'est le mal, ça sert à rien, blablabla. Oui, très bien. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Ouais. Donc, moi, ma théorie, que quelqu'un nous apporte une autre société, moi, je suis preneur, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas faire. Par contre, ce que je sais faire, ce que je crois savoir faire, c'est diriger un équipement qui va faire beaucoup de choses à des professeurs et donc à des enseignants, à des élèves, pardon, qui va aller sensibiliser des enfants qui peut-être n'auraient pas été sensibilisés à ça si on ne se bougeait pas un petit peu les fesses, qui va former des futurs professionnels de demain un peu regard ouvert sur le monde, des spectateurs pour aller voir tous ces jolis spectacles qu'on nous propose. Et ça, j'ai le sentiment que j'y arrive à peu près, même si c'est un travail difficile. Et tu l'as évoqué, et je pense que c'est important parce que ce que je commençais à dire, c'était que ma théorie, les entreprises sont évidemment un acteur du changement extrêmement positif. Alors, en fonction des théories, en fonction des ambitions des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, mais sur la question de l'emploi, sur la question justement en fait des transitions écologiques, environnementaux, sociaux, etc. Mais c'est vrai que sur le territoire, parce que les entreprises sont d'abord des acteurs de territoire, c'est aussi ces acteurs-là qui sont en mesure d'abonder les budgets, d'ouvrir les portes aussi en fait de ces entreprises aux établissements culturels. Donc, quelle est ta vision en fait sur le sujet, même si tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Et puis après, une autre question que l'on n'a pas, à laquelle tu n'as pas répondu, c'était évidemment en fait l'ouverture, l'accès, le développement en fait des établissements, l'accès donc aux populations un peu
un peu plus défavorisés. C'est vrai t'habites que... au quartier, comment tu fais pour aller au conservatoire et comment tu fais pour t'imaginer en fait que ça peut être aussi une, Oui, en fait, une perspective professionnelle ou de vie. De fait, pour le dire très rapidement, droit au but, les conservatoires sont quand même vécus, parce qu'ils ont été aussi organisés beaucoup, comme quelque chose pour une élite bourgeoise du centre-ville ou pour des gens éclairés. Ouais. D'ailleurs, il y a une surreprésentation dans les conservatoires des fils d'eux, c'est-à-dire les fils de profs. Ouais. Ah bah oui, tous les ans. Voilà, mais c'est normal, on est épanoui dans ce qu'on a fait. C'est comme souvent quand papa fait du basket, le fils fait du basket. Ouais. Exactement, il suffit de lire un peu... quelques livres bien connus de sociologie et on comprend d'où tout ça vient. Et c'est heureux d'ailleurs, j'ai rien contre le fait que les enfants des uns des autres fassent de l'art. Néanmoins, on voit bien, nous, les missions des établissements ont évolué aussi. Aujourd'hui, on a vraiment des missions d'éducation par la transmission d'un enseignement spécialisé. Et effectivement, le violon en 10 leçons n'existe pas. Voilà, ou le tuba magique en 10 leçons, on n'y arrive pas. Donc ça demande du travail, voilà. L'harmonica pour les nuls en 10 leçons, souvent on reste nul à l'harmonica, même si... voilà. Et puis après, il y a plein d'autres endroits où on peut faire de la musique à part les conservatoires. Donc c'est vrai que c'est un loisir discipliné, entre guillemets. Et l'enseignement spécialisé, c'est ça, c'est pour les professeurs sont formés à ça, pour ça, etc. Et ils le font très bien. Par contre, on a des missions de sensibilisation. Et cette mission de sensibilisation, c'est aller, bien sûr, d'abord aller à la recherche de nouveaux publics, et de participer de ce travail du vivre ensemble, d'émancipation, d'éducation que les collectivités mènent. Et donc, on est un acteur. Il y a les acteurs socioculturels, les acteurs culturels, les acteurs sociaux. On fait partie de cet écosystème. On doit faire partie de cet écosystème. Et puis, quand une collectivité met 7 millions sur son conservatoire, a priori, on peut imaginer qu'elle pense que ça va rentrer en résonance avec une politique un peu sociale. Bon. Et donc, ces missions-là ayant été rajoutées, il y a quand même toujours cette histoire du curseur. C'est-à-dire que quand tu as des listes d'attente dans tous les instruments, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment des moyens d'aller faire de la sensibilisation ? Bah oui, en fait, c'est dans nos missions. Donc aujourd'hui, nous, on développe énormément de choses au conservatoire en orchestre de Caen, de sensibilisation, etc. On pourrait le développer. Après, ça nécessite que les collègues soient formés, volontaires, parce que on va faire des publics qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir et qui peuvent être assez remants. Donc, ça change un tout petit peu nos codes. Quand tu as été formé à donner un cours d'instrument à une personne qui est là de manière volontaire, avec maman qui travaille pas le mercredi ou voire pas de la semaine et qui est là pour vérifier que son petit chérubin il travaille bien ses 20 minutes tous les jours, ça date un peu comme schéma, mais enfin néanmoins ça existe encore. Ça existe d'ailleurs, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas parfait. Les enfants s'en portent pas plus mal. Néanmoins, on voit bien que il y a pas que ce modèle-là. Et donc derrière la maison comme lieu de toutes les inégalités, etc., etc. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est que pendant tout un temps, on a imaginé qu'en fait, il y avait des freins financiers. D'ailleurs, on a tous des grilles maintenant, quotients familiaux, et je te disais, 100 €, on fait un instrument. Mais on voit bien que les freins financiers ne sont pas que les freins financiers. Il y a des freins de mobilité, les freins symboliques, etc., etc. Après, il y a toujours un peu une réflexion à avoir autour de ça, parce que tu peux rapidement tomber dans un fonctionnement un peu, je vais être un peu caricatural, mais néocolonial. C'est-à-dire que moi... directeur blanc du centre-ville avec mon équipe blanche du centre-ville, je sais ce qui est bon pour les fils et petits-fils d'immigrés qui vivent dans les quartiers périphériques, parce que quand même, on va leur apporter la bonne parole et la démocratie de proximité, leur dire qu'est-ce que c'est le beau. C'est quand même un discours un peu dangereux. Donc, par contre, de dire, OK, moi, je donne les conditions pour que ce soit possible, pour que des enfants qui aient envie puissent avoir une pratique artistique, c'est fondamental. C'est exactement ce qu'on fait avec le projet Demos. Là, on est dans 7 territoires de Caen et Caen-la-Mer, où on va 2 fois par semaine faire que des gamins pratiquent un instrument, cadrer, etc., dans un modèle qui est autre que le conservatoire, j'en ai bien conscience. Mais néanmoins, on arrive un peu à la fin des 3 ans et les enfants, ils ont envie de continuer. Et donc, s'ils ont envie de continuer, comment ils viennent au conservatoire ? S'ils viennent pas au conservatoire, comment on y va ? C'est exactement ce que j'allais dire, parce que là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le conservatoire est allé dans les quartiers. Alors d'ailleurs, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse et peut-être que tu pourras digresser dessus, parce que je parle de quartier, néanmoins... c'est peut-être même un petit peu réducteur, même si on parle de l'agglomération caennaise et qu'il y a une forme de métropolisation aussi dans le rayonnement en fait, des conservatoires. On va un peu plus loin que Caen, mais... qu'il faut aller plus loin parce qu'il y a aussi la question des territoires. Quand tu es en centre-Bretagne et que tu dois aller dans la conservatoire, tu fais comment, de la ruralité. La question de la ruralité, elle est aussi hyper centrale en termes d'accessibilité en fait, de ces établissements-là. En fait, c'est à quel endroit nous on peut jouer de ça. On peut se jouer de ça. Évidemment, on va pas accompagner tous les ans.
Moi, je veux bien que tous les enfants aient vocation à faire de la musique, de la danse et du théâtre. Tous les enfants n'ont pas envie de faire de la musique, de la danse et du théâtre. Et puis, on n'aura pas les moyens que tout le monde en fasse. Ouais. Par contre, on a beaucoup d'intervenants milieu scolaire qui interviennent dans toutes les classes. À Caen, on a la chance d'avoir un dispositif qui existe depuis plus de 10 ans, 12 ans. Ça s'appelle le cycle découverte de l'orchestre de Caen, où tous les élèves CM1, CM2, des enseignants volontaires, peuvent assister à 3 concerts dans l'année. Ces 3 concerts dans l'année, c'est 1500 enfants à peu près, 1400, 1500 enfants. Les classes, donc ça doit faire à peu près 60 classes, pour chacun des 3 concerts, ont 2 séances de préparation au concert dans la classe par nos musiciens intervenants. En gros, ça fait 120 séances à caler en un temps record. Ouais. Et une séance de débriefing. Une fois qu'ils ont vu le concert, ils ont une petite séance avec des musiciens intervenants milieu scolaire. Et donc finalement, 2 séances de préparation, un concert, une séance de débriefing, 3 fois dans l'année, ça fait 12 moments. Bien sûr qu'on est loin de la pratique instrumentale hebdomadaire. On est quand même loin du tiens, viens, on va voir un concert dans la salle du coin. On est sur quelque chose un peu autre. Et l'air de rien, depuis que ça existe, j'ai regardé les chiffres pas plus tard qu'hier pour je ne sais plus quelle raison, parce que quelqu'un me l'a demandé. Ça doit être un truc genre 28 000 enfants qui ont été touchés. Ah ouais. Et depuis plus de 15 ans. Donc ça veut dire que là, on commence à avoir. Bientôt, on aura les enfants des gens qui ont connu le cycle découverte. Ouais. Et donc ça, c'est quand même assez fabuleux. Voilà. Et après, quand je parlais de freins financiers, la cartographie du projet qu'on mène, un projet social, on met un orchestre symphonique qui est la conjugaison de 7 groupes d'enfants dans 7 territoires différents de Caen-la-Mer. Et bien finalement, on travaille avec la CAF, qui a fait la cartographie du projet. On aille plutôt aux endroits politiques de la ville, REP+, enfin voilà. Et maintenant, dans nos stades, d'identifier les désirs. Si aujourd'hui, tel élève dit « mais moi, en fait, j'aimerais bien continuer la contrebasse », eh bien, est-ce qu'il peut venir au conservatoire ? Il peut venir physiquement au conservatoire ? Comment on peut rendre ça possible ? Si vraiment il ne peut pas physiquement, est-ce que la contrebasse doit venir à lui ? Est-ce qu'il faut qu'on trouve un endroit où on puisse donner des cours de contrebasse dans cet endroit-là ? Et quand le désir des enfants n'est pas celui des parents, comment on fait pour embarquer les parents dans cette histoire-là ? En disant, mais votre enfant, il a envie et il s'autorise. Comment on fait pour ? Sachant qu'on a des enfants dans ce dispositif-là dont les besoins primaires ne sont pas satisfaits. Je précise. C'est-à-dire que derrière, des détracteurs de tout ça peuvent dire, attendez, ils se font cogner dessus et ils ne bouffent pas. Parce que je caricature pas, on a quelques enfants dans ce cas-là. Bah, au contraire, je trouve que c'est une parenthèse magnifique. Magnifique, ouais. Et par contre, ça nécessite d'être accompagné par des professionnels. C'est pour ça qu'on est accompagné par la CAF, par tous les acteurs socioculturels. On travaille avec 7 structures socioculturelles, avec donc 7 animateurs socioculturels dont c'est le travail. Et donc là, on va identifier ça. Et après, tu as une conjonction parce que si Kevin, toujours Kevin avec moi, si Kevin, il veut faire de la trompette, eh bien, et si c'est un problème d'argent, bah, on va trouver un mécène, ou on va trouver la CAF, ou je sais pas quoi, pour que ce soit plus un problème d'argent. Si c'est un problème de déplacement, eh bien, je suis à peu près sûr qu'on va trouver, enfin, si on s'y met, on doit pouvoir trouver. Et après, il faut convaincre nos enseignants, certains en tout cas, que c'est pas du gâchis. Mais ça c'est dur, mais tu vas aborder ça parce que c'est quand même terrible là ce que tu viens de dire, mais parce qu'il y a tes enseignants, il y a aussi les enseignants en fait dans les établissements scolaires, donc évidemment en fait école élémentaire, collège, lycée. Et bon, c'est mon podcast, donc je raconte ce que je veux, donc je vais raconter ma propre expérience. Moi, c'est une très grande frustration dans ma vie, en vérité, de ne pas avoir été musicien. Et il a encore temps, Fouad. Ouais, il a encore temps. D'ailleurs, c'est ce que je disais à Léa. J'ai un harmonica, en fait, je veux apprendre ça absolument. Ça fait très longtemps, en fait, qu'il est dans un placard, je l'utilise pas. Et j'ai envie de m'y mettre, mais il est très difficile, en fait, de trouver des enseignants, en fait, d'harmonica. Et c'est même pas enseigné, je crois, dans les conservatoires. Donc, non, je crois pas qu'il y en ait. Ouais, tu vois. Première limite, on aurait dû commencer par ça. Et tu vois, quand j'étais plus jeune, je voulais faire du violon. Alors, je me souviens vraiment très, très précisément que je voulais faire du violon. J'étais tout petit, quoi. Vraiment, je n'avais pas... Si, je devais avoir entre 10 et 12, un truc comme ça, tu vois. Oh bah, c'est déjà trop vieux. C'est trop vieux, monsieur. Ouais, c'est déjà trop vieux, mais bref, je voulais le faire. Et ma mère... Je rigole, hein. On peut commencer le violon à 12 ans, hein, tout va bien. Vrai ouais, non, je pense que... après, avec la théorie des 10 000 heures, 10 ans, ça me fait sortir, en fait, avec un niveau excellent... à peu près 20-22 ans, c'est très bien pour essayer de jouer dans le métro. Et alors, ma mère ne voulait pas m'offrir un violon, elle ne voulait pas m'inscrire dans des cours de violon. Et ça a été terrible parce qu'on a été dans une brocante. Il y avait un violon dans son étui. J'ai dit, maman, regarde, il y a un violon et tout, vas-y, tu me l'offres et tout. Je dis, écoute, prends-le, essaie de jouer un petit peu et tu verras bien. Et puis, je prends ce violon, je prends l'archet et je fais, il n'y a aucun son qui sort. Aucun son. Et elle me dit un truc terrible. Elle me dit, mais tu vois bien, t'es pas fait pour ça. Tu vois.
Ça laisse des traces, tu vois. Ah non, mais c'est terrible. Mais vraiment, mais je pense en fait qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Et bien longtemps plus tard, je me suis rendu compte en vérité qu'il n'y avait pas le chevalet, le capitaine violent. Il ne pouvait pas y avoir de son qui sort. C'est pas possible. Et quand j'étais au collège, on avait tous flûte, on avait cours de pipeau, on avait cours de musique, et j'étais fort en flûte. J'étais vraiment très très fort. Et je me souviendrai toujours, un professeur, c'était en 5e, qui demande à réviser une partoche, et puis tout le monde devant lui, lors de l'évaluation, fait cette partoche, et tout le monde bute. Et donc, à un moment, à peu près à la moitié de la classe, il dit, bon, bah, arrêtez-vous, en fait, à cette ligne, et puis basta. Et puis moi, je le fais, et j'y arrive très bien. Et il me dit, putain, mais il y arrive le bougre. Vas-y, bah, continue. Et j'ai continué, et c'est vrai, encore une fois, qu'il n'y a pas un moment où, par exemple, cet enseignant-là s'est dit, bah, tiens, il faudrait peut-être l'encourager à aller un peu plus loin. Tu vois. Donc, entre la non-volonté de cet enseignant, en fait, à se dire, ah, bah, tiens, il est peut-être aussi un petit peu bon, donc je vais l'encourager. Et puis ma mère qui, elle, vraiment, en fait, complètement dans les choux, n'a pas envie, parce que vraiment, je sais pas quelle était sa motivation, peut-être que ça l'emmerdait totalement. Mais il y a un moment, effectivement, entre la difficulté des parents, en fait, à projeter son enfant dans ses enseignements un petit peu artistiques et musicaux, et ces enseignants qui sont aussi un petit peu là, entre guillemets, pour orienter ou pour détecter, bah, parfois, en fait, le gouffre, à passer, il est énorme. On fait comment ? Tu reviens exactement au début de notre conversation. C'était toujours cette histoire de rencontre, quoi. Ouais. Il y a un petit côté, un facteur chance. C'est un peu dommage, mais du coup, c'est à nous d'essayer de faire réduire un peu ce facteur chance. On a tous en tête un prof, je parle de l'enseignement général, un institut ou un prof qui nous a profondément marqué. Des fois, il ne le sait pas d'ailleurs. Bonjour Madame Sebag. Et puis, ou Monsieur Bouygues. Et on a tous des profs qui nous ont dégoûtés, quoi. Dégoûtés de trucs. Et en plus, on a, dans l'enseignement artistique, beaucoup de choses ont changé. Pas tout, hein. Mais en plus, on a des parents qui comment dire ça ? Moi, je vais le dire de manière humoristique. Pendant longtemps, j'ai dit qu'il n'y avait que 2 sortes de parents. Les parents qui avaient fait du solfège et qui avaient été traumatisés. Et les parents qui n'avaient pas fait de solfège, mais qui connaissaient des gens qui avaient fait du solfège et qui avaient été traumatisés. C'est vrai. Les gens viennent te voir et disent, j'ai jamais fait de musique, hein, mais ma voisine m'en a parlé, elle était traumatisée. Donc peut-être fait que des gens traumatisés. Alors moi, ce que je vois, c'est que d'abord, il y a énormément de changements dans tout ça, parce que les missions des élèves des conservatoires ont évolué, et donc les enseignants évoluent. Ils sont plus aussi toutes les formations supérieures qui existent déjà. Il faut savoir que moi, quand j'étais gamin, de formation pour être prof de conservatoire, ça n'existait pas. Hein. Donc c'est quand même récent. Alors il y a des gens qui avaient ça dans la peau et puis d'autres pas vraiment. Ça, c'est le premier truc. Après, il y a aussi un travail, je pense une prise de conscience. Je parle d'une prise une prise de conscience institutionnelle plus qu'individuelle, de la grande part de responsabilité que nous avons à chaque fois que nous disons un mot à un élève ou à un enfant. Sans être dans la question de l'enfant roi et tout ça, c'est pas du tout le sujet. Mais moi, je sais qu'avec certains élèves, je pense que j'étais horrible, en fait. Avec le recul, je me dis, waouh, ils ont dû être blessés, quoi. Après, évidemment, je croise des élèves qui me disent, je me souviens, les cours, c'est super, parce que mes premiers élèves, ils ont 25 ans, hein, ou 30 ans, là. Donc, comme j'ai commencé jeune. Donc, c'est de voir ce qu'ils sont devenus. Quand tu as des gamins, ils ont 10-12 ans, tu les revois, ils en ont 25, évidemment. C'est toujours intéressant. Alors, quand ils te disent c'était super, j'adorais, je faisais rien, mais au moins, je me marrais bien. Voilà, c'est pas si mal. Quand ils disent, moi, en fait, tu m'as traumatisé quand tu m'as dit ça. Ouais. Ou parce qu'ils te le disent pas, mais tu le sais, voilà. Bon. Donc, il y a d'abord cette prise de conscience-là, ce qui demande d'être hyper aiguisé, quoi. Parce que quand tu fais un métier administratif, quand tu fais n'importe quoi, une journée par semaine dans ton travail, où il y a un mois, t'es pas là, ou tu merdes, ou t'es pas en forme, bon, le dossier, il avancera pas, j'ai envie de dire, mais c'est quand même moins problématique que si t'es animateur sportif, professeur dans un conservatoire, professeur des écoles, enfin, au contact d'enfants, quoi. Donc, il y a cette prise de conscience de la parole. Et aujourd'hui, on voit bien, dans des cas très graves, là, on voit tous les MeToo qui sortent, etc., à quel point tous ces adultes qui, finalement, ont 40, 50 ans, qui disent, mais en fait, moi, ça m'a traumatisé quand j'avais 12 ans ou 10 ans. Ouais. Et donc, alors évidemment, on parle de choses moins graves, mais finalement, la violence éducative, parce que la violence sexiste et sexuelle, elle est normée aujourd'hui, elle est réglementée, il y a plein d'affaires qui vont sortir, et quand ces affaires vont sortir, il va bien falloir qu'on les gère. Et c'est super que ça sorte. Mais après, il y a la zone un peu marécageuse, la floue de la violence éducative. Et à quel moment, dans un message, il y a un émetteur, un récepteur en plus du message, et un contexte, et que finalement, on peut être blessant même si on ne veut pas l'être, ça peut être vécu comme blessant même si on ne l'est pas, et puis à un moment, on peut
Donc, porter des enfants très loin avec 2 phrases, en même temps les détruire avec 2 phrases, et on le saura que bien plus tard. Donc, tout ça pour dire qu'on a une énorme responsabilité. Je trouve que les enseignants, d'une manière générale, ne sont pas assez, je me mets là dans moi, j'ai exercé ce métier, ne sont pas assez pétris de cette idée-là parce qu'on ne leur insuffle pas ça. On apprend la didactique, de comment ça marche, etc. Mais l'impact qu'on a sur ces jeunes gens est quand même ultra fort. L'impact positif. Ça avait été l'un des sujets de la masterisation, d'ailleurs. L'impact négatif. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette entrée-là. Et puis, l'autre chose que je voulais dire qui me semble intéressante, mais sortie de mon point de vue, sans doute que ça ne l'était, sortie de mon cerveau, et c'est sans doute que ça ne l'était pas. Non, tu parlais du violon et des instruments, etc., oui. etc. Oui. Et l'autre chose, c'est que nous avons, et là, je me mets bien volontiers dedans, si ce n'est que peut-être, si on se rappelle le début de l'entretien où je dis, voilà, moi, je ne crois pas à la vocation, parce qu'en fait, j'étais un mauvais élève, j'étais un excellent élève à l'école, au début en tout cas, mais pas un bon élève de conservatoire ou d'école de musique, même si j'étais sympa, mais j'étais l'élève sympa qui fout rien, quoi. Eh bien, je pense que pour les enseignants, c'est extrêmement difficile de remettre en cause une partie du modèle qui a fait notre réussite professionnelle. C'est difficile. Je dois ma réussite professionnelle au modèle des conservatoires. Et finalement, quand tu prends la tête d'un établissement qui a fait ta réussite professionnelle, ta réussite sociale aussi, parce que quand tu dis je suis directeur du conservatoire ou d'un orchestre, ça claque quand même, c'est pas mal, quoi. Enfin, voilà, ça le fait, comme on dit. Et donc finalement, les professeurs de conservatoire, c'est des gens qui ont plutôt bien vécu en général le modèle dans lequel ils étaient et qui ont tendance du coup à oublier que plein de camarades sont partis de là en chialant, etc. On ne garde pas un bon souvenir. Et là, il y a un sujet quand même. Ah ouais. Et puis l'autre sujet, c'est celui de la pratique en amateur des adultes. Tu dis, moi, j'ai pas pu faire. Si tu vas aujourd'hui au conservatoire de Rennes ou au conservatoire de Caen et que tu te dis bonjour, j'ai toujours rêvé de faire du violon, je voudrais faire du violon. Déjà, on te regarde un peu d'un air suspect. Et puis, s'il reste de la place, on te dira, bah oui, voilà. Donc, c'est normal. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien qu'on priorise l'apprentissage des enfants. On a des adultes au conservatoire de Caen. On a même maintenant, on est en train d'organiser des pratiques en amateur pour des gens qui jouent déjà, qui ont envie de continuer à jouer sans forcément apprendre. Mais cette histoire de la pratique artistique adulte, il y a énormément de gens que j'entends qui disent ça et qui ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres privées en France. C'est-à-dire qu'il y a une offre de cours particuliers, la plupart du temps au black. Voilà, donne cours de maths, donne cours de batterie dans son garage, voilà. Bon, c'est des modèles économiques qui sont difficiles parce que pour gagner sa vie en étant professeur d'école privée, j'en connais, en piano notamment, c'est pas si simple. Donc il y en a qui arrivent à organiser tout ça, mais enfin, c'est pas si simple. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une envie, il y a des envies. Et d'ailleurs, les offres en ligne je prends des cours avec un prof qui est derrière sa webcam et tout ça, il y a toujours des gens qui, pour dire oui, c'est n'importe quoi, vous vous rendez pas compte et tout. Ouais. Bah, écoute, quand tu es cadre et que tu sors du boulot à 20h, tu as du transport, tu as des réunions, tu as tes gosses, tu n'es pas capable de te dire tous les jeudis soirs à 19h, je vais prendre mon cours de violon. Ouais. Bah, finalement, avoir un prof où tu peux y aller un peu à la carte et faire ton cours en visio chez toi et aller le voir une fois par mois en vrai, ouais, bah, c'est génial. Et puis si tu joues bien ou pas bien, tu t'en fous parce que tu es content, quoi. Ouais. Et c'est là on revient à cette histoire de la pratique. Pratique un peu créative, pratique respiration, pratique bien-être, ça devrait être comme le sport, ça devrait être remboursé par la Sécu. Absolument. Parce que finalement, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est vrai que le kiné, c'est remboursé par la Sécu. Ben, y a, dans certains pays, et même peut-être en France maintenant, il y a certaines activités sportives qui commencent à être remboursées par le truc. J'ai l'impression que on est en train de nous jeter dehors. Écoute, de toute façon, cet entretien touche à sa fin. Mais, oui, je ne sais pas si les auditeurs entendent. On est dans une salle de réunion dans mes bureaux. Et donc, il y a des stores qui baissent automatiquement. On leur a rien demandé. Et ça fait un boucan dingue. Je ne sais pas si Antoine va pouvoir, le monteur, l'ingénieur du son qui travaille avec moi et qui fait un travail vraiment formidable. Et je tiens d'ailleurs à prendre ce moment-là parce que je le fais jamais. Je le tag sur Instagram vaguement, mais évidemment, j'aimerais remercier toutes les personnes en fait qui accompagnent le développement et la production, la post-production et la création de ce podcast. Je suis pas tout seul. Évidemment, les invités qui prennent aussi le temps. Mais Antoine, il fait un travail formidable. Parfois même, il y passe un petit peu trop de temps. Mais comme il me facture plutôt au temps de la bande, en fait, qu'on enregistre, ça ne regarde que lui. Ceci dit, j'ai envie d'inaugurer un petit truc juste nouveau avec toi, c'est de te poser deux questions.
La première, c'est quelle aurait été la question que tu aurais aimé que je te pose pendant cet entretien? Peut-être qu'il n'y en a aucune et que j'ai été absolument brillant. Donc finalement, on a brassé tout ce que tu t'es dit qu'on pouvait brasser. Et puis 2, on demande souvent des références, tu as dans les podcasts. Quel est le livre que tu aimes? Mais non, je ne te demanderai pas une référence littéraire. Je te demanderai, parce qu'on est sur un podcast, de me dire quel est le dernier podcast que tu as écouté ou celui que tu recommandes. Ah, c'est un truc un peu pointu. C'est la tribune des critiques sur France Musique, le dimanche après-midi. Ouais. C'est génial. C'est 4 personnalités ou 3 personnalités musicales, artistes, critiques, voilà, autour d'un animateur qui écoute 5 versions ou 6 versions, je ne sais plus, d'une œuvre, des extraits, et qui disent pourquoi ils les aiment, ils les aiment pas. Alors souvent, ils sont pas d'accord entre eux. Puis au fur et à mesure, ils sélectionnent. Il y a un nouvel extrait, on n'en garde plus que 3 pour dire à la fin c'est quoi les 3 meilleurs pour eux. Et c'est à l'aveugle. À la fin, ils découvrent qui jouait. Ils disent dans les 10 dernières années, la meilleure version de la 5e de Beethoven. Alors, c'est canon. Dit, ça s'appelle comment? La tribune des critiques. Ok. Et alors ça, c'est génial. J'ai écouté ça là encore il n'y a pas longtemps. J'adore cette émission. Il faut du temps parce que c'est long, mais c'est très, très agréable. Ouais. Voilà. Donc c'est une rediff de... Ouais, c'est en podcast. de c'est France une Culture, émission Radio Classique. France Musique. Ok, France Musique. Petit surnom, France Mu. France Mu, c'est très mimi. Voilà. Et sinon, j'ai réécouté. Alors, tu me permettras de donner une petite référence. Allez écouter l'ouverture du Messie de Handel, enregistrée par un ensemble qui s'appelle le Collegium 1704. D'accord. Eh ben, écoute, tu sais ce qu'on fera? On va finir là-dessus. Eh ben, c'est super. Merci Aurélien. Merci Fouad, c'était très sympa de m'inviter. C'était vraiment super sympa de t'avoir. À bientôt. Salut. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, eh bien faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt. Nous